mot insomnie n'existait pas dans certaines tribus. On peut même écouter des personnes parler du sommeil pendant 2 heures et que la personne n'évoque jamais l'assiette. Il y a des personnes qui aiment bien boire leur verre de vin. Est-ce que du coup ça a un impact sur le sommeil ? Si déjà tu fumes pas de joint, tu bois pas d'alcool, tu fais du sport et que tu as une bonne hygiène de vie, il y a de fortes chances que déjà ton sommeil soit meilleur. Historiquement parlant, on est équipé pour faire face à des stress qui vont être intenses, mais bref. Ceux qui disent que le sommeil c'est une perte de temps. Non. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps Esprit. On est trop content avec Meryl aujourd'hui parce que on reçoit Aurélie. Tu vas pouvoir te présenter juste après. Vous allez voir, ça va être un très très bel épisode. Écoutez-le bien. Pas besoin de prendre de notes comme d'habitude. On vous met un récapitulatif en description de tout ce que vous allez voir. Comme ça, pas besoin de prendre de notes. Et si vous écoutez même ce podcast en soirée, je pense que vous allez avoir des conseils que vous allez pouvoir implémenter tout de suite après. Parce que Aurélie, déjà, comment ça va ? Mais ça va super bien. Je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Avec Nous grand aussi, plaisir. on est très très contents. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Pourquoi est-ce que les gens vont ressortir avec des conseils très applicables ? Eh bien, parce qu'on va parler de sommeil, bien évidemment, et parce que le sommeil, ça concerne tout le monde, à tout âge, Ouais. et puis spoiler alerte, tous les jours. Donc, effectivement, c'est un sujet qui fait partie qui devrait en tout cas faire partie de notre pensée, si on veut améliorer ses performances, si on veut améliorer sa santé, si on veut améliorer son bien-être, même sa santé mentale, émotionnelle. En fait, le sommeil, il est incontournable. Donc, moi, j'en suis venue... donc, je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante de sommeil et j'en suis venue à m'intéresser au sommeil parce que, justement, j'ai eu des grosses galères de sommeil. Ah, c'est pour ça. Ok. Et oui, je suis venue le sommeil, c'est mon pire ennemi, à aujourd'hui, c'est mon meilleur allié. J'ai eu une grande errance pendant 15 ans. Quand je dis errance, c'est errance médicale, mais errance personnelle à tout niveau, parce que justement, le sommeil, un jour, il s'est fait la malle. Jamais, je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, j'ai passé des années à pas dormir, à faire des nuits blanches, à dormir très très peu, à me dire que ça ira mieux demain. Jusqu'au jour où j'ai fait vraiment un gros burn-out. Là, mon corps, il a lâché, en fait. Il a dit stop. Et donc, j'ai dû tout reconsidérer. Me poser la question de c'est quoi le sommeil ? Parce qu'en fin de compte, je cours après depuis 15 ans, mais je ne sais pas ce que c'est. En fait, je n'ai aucune idée de ce qui fait que mon corps, il dort. C'est quoi cette fonction sommeil, en fait ? À quoi ça correspond ? Et donc, je suis repartie de zéro, je me suis formée. J'ai eu à cœur de le partager. C'est comme ça que mon podcast Insomnie hors de mon lit, est né. Et de fil en aiguille, je me suis mis à accompagner des gens, au début, de façon bénévole. Et puis, de rencontre en rencontre et de formation en formation, je suis professionnalisée dans ce domaine-là, avec une formation en naturopathie qui a duré plus de 2 ans et qui m'a permis d'avoir cette approche qui me tenait tant à cœur parce qu'elle avait fonctionné pour moi, puisque on était sortis comme ça. Cette approche qui est très globale, très holistique et qui fait que on ne regarde plus le sommeil par le petit bout de la lorgnette en disant je dors pas à 23h donc je m'en occupe à 22h58, tu vois. Mais vraiment de se dire ok, on dézoome et on va chercher à comprendre et on va mettre des choses en place, vraiment on va travailler sur le fond. Et donc c'est comme ça que j'en suis amenée à faire ce que je fais aujourd'hui et à accompagner les gens qui ont des problèmes de sommeil, que ce soit pour l'endormissement, que ce soit je me réveille 3-4 fois la nuit, donc je suis crevée le matin, ou je me réveille la nuit, ça dure 2 heures, je me rendors pas, je me rendors tard. Bref, on se réveille le matin, on est crevé, on a les yeux jusque-là, les yeux qui brûlent, on a le brouillard mental. Tout ça, moi, j'ai bien connu. Et c'est ce que les personnes que j'accompagne, elles me font part aussi au quotidien. Et ce mal-être-là, au fil du temps, on arrive presque à considérer que c'est une fatalité, c'est comme ça, c'est normal. Et en fait, on oublie que non, il y a vraiment des choses à faire. Et donc, il y a aussi ce côté dans l'activité, dans ce que je propose, c'est aussi de remotiver la personne qui est en face de moi parce que c'est pas une fatalité, parce qu'il y a plein de choses à faire et parce qu'elle peut retrouver sa vitalité, son bien-être émotionnel, physique, mental, la récupération, la joie de vivre grâce à un meilleur sommeil. Donc, il faut s'accrocher et ça marche. Ouais, je trouve que le sujet du sommeil est tellement passionnant. On adore aussi avec Flavio.
Et en fait, comme tu dis, c'est pas une fatalité. On se rend compte aussi qu'en changeant plusieurs paramètres, on a tellement plus d'énergie. Et quand on connaît l'énergie qu'on peut avoir, impossible de revenir en arrière. Tu vois, en fait, les gens normalisent un peu un niveau d'énergie, je sais pas moi, à 60%, alors que tu peux avoir 100% en changeant certaines choses. Et ça, c'est fou. Et tu vas nous en parler tout au long du podcast. Du coup, moi, j'ai une première question. C'est, selon toi, pourquoi les insomnies, elles touchent autant de personnes aujourd'hui ? Alors, la première réponse, vraiment qui me vient à l'esprit, c'est nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie qui font qu'on va faire des choses, des actions du matin au soir, surtout le soir, mais du matin au soir quand même, qui sont complètement antagonistes à ce dont notre corps il a besoin pour impulser le sommeil. Donc, le sommeil, c'est pas un truc comme ça qui arrive par hasard. À un moment donné, on ferme la lumière et puis tiens, pouf, on va s'endormir. Ça découle de mécanismes qui sont vraiment très bien identifiés. Notre horloge biologique qu'on a là au niveau du cerveau, des noyaux suprachiasmatiques, eh bien, elle gère tout ce qui se passe pour nous dans la journée, nos productions hormonales, elle va gérer les besoins de notre corps et ce que lui va impulser et va donner. Et donc le sommeil, c'est la résultante de ça. C'est-à-dire que si on peut s'endormir le soir à 22h30, c'est parce que notre horloge biologique, elle a décrété que c'était son heure. Et du coup, elle va produire l'hormone du sommeil, tout comme elle va produire l'hormone de l'éveil en tout début de matinée, et puis que ça va nous maintenir en éveil sur la journée. Mais pour faire ce job-là, elle a besoin de certains signaux, elle a besoin d'être bien régulée sur 24 heures. Et pour ça, eh bien, elle a besoin qu'on puisse faire des choses ou ne pas faire des choses. Ça n'a jamais posé de problème pendant des dizaines de milliers d'années. Lorsqu'on vivait dehors, lorsque notre seul point de repère, c'était le soleil, la nuit, et puis qu'on mangeait, on n'allait pas manger en plein milieu de la nuit, enfin voilà, des choses assez classiques, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas plein de choses. Il n'y avait pas d'alcool, voilà, bon bref, sur tout ça, je pourrais y revenir. Mais les signaux n'étaient pas brouillés. Donc, le sommeil, il se mettait en place de façon assez naturelle. Aujourd'hui, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rester éveillé toute la nuit, on peut lutter. En fait, quand on est fatigué, on peut lutter. On peut manger à n'importe quelle heure. On peut boire beaucoup d'alcool le soir. On est devant nos écrans. On ne fait pas nécessairement beaucoup d'activités sportives. Alors, même si je me doute que là, les personnes qui nous écoutent, elles sont un peu sensibilisées à plein d'éléments de la santé, au sport, à l'activité physique. Mais pour la majorité des personnes que j'accompagne, ce n'est pas la règle. C'est-à-dire le sport, c'est plutôt le truc un peu occasionnel qu'on fait quand on peut, quand on y pense. L'alimentation qu'on a aussi aujourd'hui, qui est particulièrement transformée, avec beaucoup de perturbateurs endocriniens, avec beaucoup de sucre, avec beaucoup d'aliments pro-inflammatoires, ça aussi, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça vient altérer notre système nerveux, altérer notre système hormonal. Donc ça, finalement, c'est le deuxième point. Je disais tout à l'heure, le premier point, c'est vraiment nos habitudes de vie. Et le deuxième point, c'est cette difficulté que le corps il a à faire son travail correctement au niveau du système hormonal, au niveau du système nerveux. Et donc, ces deux éléments-là font que le sommeil, il a du mal à venir, ou quand il arrive le soir, en fait, il a du mal à rester toute la nuit. Et donc, il va y avoir des réveils, et il va y avoir un sommeil de mauvaise qualité. D'ailleurs, j'ai une question. Parce que j'ai plein de choses à dire, il faut que je rebondisse. Mais j'avais vu que même le mot insomnie n'existait pas dans certaines tribus. Ouais. C'est une vraie anecdote, ça, ou c'est plus pour, je sais pas, le buzz, on va dire? Alors, je l'ai beaucoup lu. Ouais. Je ne suis pas allée vérifier dans chacune des langues de chaque peuple. Ça me choque pas. Vraiment. mais par contre, je l'ai beaucoup lu et ça me surprend absolument pas du tout. Ouais. Parce qu'effectivement, dans certains peuples qui vont avoir justement un mode de vie qui est très différent du nôtre, eh bien, cette notion de sommeil, c'est exactement le pendant du jour, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, il n'y a pas un nom pour la façon dont on vit notre journée. En fait, eux, ils n'ont pas de nom pour la façon dont ils vivent leur nuit. Ah ouais, c'est une belle, c'est-à-dire que bon point, ça. Les choses, elles se déroulent. Et même si un jour, il y a je sais pas, je dis n'importe quoi, un réveil nocturne ou des réveils nocturnes parce qu'il y a les petits, parce que voilà, il peut y avoir des choses spécifiques à la nature, etc. Mais en fait, la question ne se pose pas vraiment puisque ça fait partie des éléments qui vont être aussi partagés dans la tribu. Et après, les personnes se rendorment. Et en plus, elles dorment en journée aussi. Et c'est très bien vu. C'est pas vu comme être feignant ou comme on aurait d'autres choses à faire. Les fameuses siestes, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que le rapport au sommeil, il est complètement différent. Mais il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des choses qui seraient
qui serait finalement très spécifique ou presque anecdotique à l'échelle de la planète, j'entends. Même quand on remonte en arrière, on dormait beaucoup plus. Si on remonte il y a 70 ans, si on remonte il y a quelques centaines d'années, visiblement, en tout cas, les données qui sont à notre disposition aujourd'hui montrent qu'on dormait beaucoup plus. Il y a 70 ans, c'était déjà 1h30 en moyenne de plus. C'est énorme, c'est un cycle, entre guillemets. C'est un cycle. Et après, même si on remonte encore un petit peu plus loin, il semblerait que la plage de sommeil était vraiment plus importante. Il pouvait y avoir parfois des réveils la nuit pour aller s'occuper des bêtes ou ce genre de choses. Mais après, les gens dormaient parce qu'en fait, ils dormaient quand il faisait nuit. Bah oui. Tu vois, l'hiver, le soleil se couche tôt, donc tu te couches plus tôt. Donc, voilà. Ouais. Et en fait, du coup, la plage de sommeil était vraiment beaucoup plus importante. C'est quoi le problème, en fait, qu'en fait, on puisse allumer les lumières que tu vois, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui dit, mais en fait, c'est cool, moi, je peux manger plus tard, je finis tard de travailler, j'aime bien manger quand mes enfants sont déjà au lit. Et en fait, j'ai l'impression que, du coup, pour toi, c'est vraiment un problème, tout ça. Comment tu pourrais l'expliquer pourquoi l'électricité est un problème, en fait, finalement? C'est un problème dans l'usage qu'on en fait, mais j'ai envie de dire, c'est vrai pour plein de choses. C'est-à-dire que c'est pas l'électricité en elle-même qui est un problème, c'est ce qu'on en fait, c'est l'heure à laquelle on s'en sert. Les choses sont pas binaires, c'est pas soit bien, soit mal. C'est juste que, comme je disais tout à l'heure, notre horloge biologique, elle a besoin de certains signaux. Et la lumière, c'est, on va dire, le principal signal. C'est un donneur de temps, comme on appelle ça. Donc ça veut dire que quand nos yeux captent la lumière, eh bien, ils envoient une information. Donc, on a des capteurs au niveau des yeux qui permettent d'envoyer l'information justement à notre horloge biologique, qui va inhiber la production de mélatonine, notre hormone du sommeil, et qui va donner l'information de venir produire en cascade plusieurs hormones et qui vont permettre d'avoir en bout de course notre cortisol, l'hormone de l'éveil. Okay, donc ça, c'est un petit peu le chemin classique. Donc, quand on comprend la puissance que ça a, juste ces petits photons qui arrivent au niveau des neurones à mélanopsine là, sur nos yeux, bah, on comprend que quand on prend la lumière naturelle le matin, c'est génial parce qu'en fait, on va produire du cortisol, on va être réveillé plus rapidement que si on reste dans notre intérieur, dans le sombre. Donc ça nous dynamise, ça nous rend plus énergiques. Et puis en plus, bah, la lumière naturelle, elle a vraiment un spectre lumineux que notre cerveau reconnaît bien, c'est un bon signal, une bonne information claire, nette et précise. En revanche, si on est devant nos écrans, qui vont avoir un spectre lumineux, une intensité presque identique finalement à la lumière du jour, le soir à 23h, on brouille les pistes. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en préambule, c'est qu'on va complètement brouiller le signal. On va envoyer le signal qu'il fait jour, donc pourquoi produire notre hormone du sommeil? Il fait jour. Donc, on continue l'inhibition de la mélatonine au niveau de la glande pinéale et puis on continue à produire du cortisol. Sauf que il n'y a pas non plus que ça dans cette lumière. C'est pas comme si on était juste là à attendre avec la lumière. C'est qu'il y a aussi de l'activité. Donc, il y a aussi un enjeu de vigilance. On fait des choses, on est en interaction avec les gens, on est actif, peut-être même qu'on travaille, peut-être même qu'on regarde un truc super flippant sur nos écrans. Et donc, en fait, tout ça, eh bien, ça vient stimuler notre organisme et on est en vigilance. Et quand on est en vigilance, c'est pas le moment de dormir. De façon très archaïque. C'est hyper logique, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, les gens oublient que le cerveau est très archaïque, comme tu l'as dit. Il associe lumière, même si c'est le soir, tu es allongé dans ton lit dans le noir, il y a une lumière, donc pour lui, c'est le jour. Enfin, en fait, le moindre petit signal fait comprendre au cerveau que, en fait, non, c'est le jour. En plus de toute la stimulation, c'est vrai que les gens qui regardent des films d'horreur le soir, je sais pas comment ils font. Avec Meryl, on ne comprend pas les gens qui regardent. T'imagines le stress que tu t'envoies juste avant de dormir. Mais même sans parler de film d'horreur, c'est juste un film avec un gros suspense. Ouais, du suspense. Je trouve que ça te... parce qu'après, tu y penses. Ça te tend, ça te... Tu vois, je me rappelle une fois, on avait regardé le film à l'époque, c'était Boîte Noire. Je sais pas si tu le connais. Non, ça me dit rien. C'est un avion qui a été... C'est un crash d'avion de mémoire. Ouais, je crois. Ben, je te promets, c'est angoissant. Alors que c'est pas des scènes d'horreur, mais t'y penses. Tu dis, mais j'espère que ça arrivera pas. Mais ça, en fait, c'est des émotions aussi, je suppose. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur le sommeil. Ouais. En fait, pour aller vers le sommeil, et c'est là où on peut introduire cette notion de routine du sommeil qui, je pense, va vraiment intéresser pas mal de monde. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de ralentir le soir. C'est vraiment là qu'on a besoin de ralentir. C'est là qu'on a besoin comme un sas de décompression pour revenir sur ce que tu disais, justement, pour les émotions, pour intégrer. C'est-à-dire que si on passe de beaucoup de lumière, je viens de dîner parce que j'ai dîné à 21h30 ou 22h. J'étais devant quelque chose où émotionnellement, il y avait un enjeu. On se couche dans le lit, au bout de 5 minutes, parce qu'on s'est juste brossé les dents, on se met dans le lit, on ferme la lumière, et en fait, on attend à ce que notre corps, là, hop, il s'endorme en 2 minutes. Mais en fait, lui, il a besoin d'un temps pour redescendre.
Et donc, ce qui va fonctionner le mieux, c'est justement de couper les écrans un peu avant le coucher. Alors, certaines personnes disent 2 heures. En tout cas, c'est ce que les études mettent en évidence. 2 heures. Honnêtement, par expérience, là, c'est de façon complètement empirique que je partage ça. Il n'y a pas nécessairement besoin de 2 heures, sauf pour les personnes qui seraient extrêmement sensibles. Mais déjà, si on coupe les écrans, 3/4 d'heure, 1 heure et quart, selon les difficultés qu'on peut rencontrer, avant d'aller se coucher, ça permet complètement de redescendre et d'activer cette production de mélatonine plus facilement. Mais après, si on met en place une routine du coucher pendant 20 minutes, une demi-heure, où en fait on sait qu'on va faire ça, puis ça, puis ça. C'est quelque chose d'assez mécanique, mais du coup très rassurant pour le cerveau. Parce que le fait de faire des choix, il fait déjà ça toute la journée, mais c'est énergivore. Alors que le fait d'être sur des rails au moment du coucher, bon bah voilà, je sais, je vais passer à la salle de bain, ensuite peut-être que je vais lire, ensuite peut-être que je vais m'étirer 10 minutes. Il va associer Je ses fais ma actions au respiration. sommeil, en fait. Exactement. Ok. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui reste? Je dors. Et ça, quand on le fait tous les jours, bah, finalement, on démarre la routine. Il y a déjà la vague de somnolence qui arrive et on a déjà envie de dormir parce qu'en fait, notre corps, il s'y prépare. Et puis, c'est un moment aussi où justement, on va être un peu centré sur soi-même. Donc, on va pas être en train de faire plein de trucs, de discuter au téléphone, d'être très actif. Donc, on se recentre sur soi-même et du coup, on redescend au niveau émotionnel, même au niveau rythme cardiaque. On est calme, en fait. On va faire des activités calmes. Donc ça ouvre la porte au sommeil. Et alors, pour la petite anecdote, je propose très souvent aux personnes que j'accompagne de s'équiper d'une lampe très tamisée pour le moment du rituel, de ne pas avoir, là comme on est dans un lieu de tournage, Et bon, là, c'est les grosses lampes, lumières. Bien les lampes, blanches. exactement. Mais plaisanterie mise à part, dans beaucoup d'intérieurs, il y a des lampes très intenses comme ça, parce qu'il va y avoir des néons, il va y avoir vraiment une grosse lumière. Je connais dans mon entourage des personnes qui vont vraiment avoir... on arrive dans la cuisine, c'est vraiment... à 23h, c'est l'horreur. Quoi. Et donc de s'équiper de lampes où on peut tamiser, ou alors on met un petit voile sur une lampe, enfin vraiment on tamise la lumière, et on peut prendre une lampe à sel, enfin quelque chose de très doux, vous voyez, un peu qui est la même lumière qu'un coucher de soleil en fait, tout simplement. Les couleurs chaudes, quoi. Ouais, couleurs chaudes. Et donc pour la petite anecdote, dans cette logique-là, nous, chez moi, on s'est équipé de lampes Philips Hue, où on peut régler la luminosité. Et en fait, ça se règle en automatique. Donc à 20h, déjà, ça devient un peu plus orange, un peu plus chaude, comme tu disais, les couleurs vraiment plus chaudes. Et puis ça baisse d'intensité. Et à 22h, là, boum. Et alors, quand c'est déréglé, mais on le sent tout de suite sur notre sommeil. C'est incroyable. On va être maintenu en vigilance beaucoup plus longtemps. Alors, ça ne va pas jouer à 3 heures près, on est d'accord, mais une demi-heure ou 3/4 d'heure près, on le sent tout de suite. Et donc, moi, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment faire très attention à leur intérieur, parce que ça, c'est un geste simple qui a une répercussion directe et de grands résultats. Une grande incidence sur l'endormissement, en fait. Entre ça et la routine, on s'endort vraiment très facilement. Trop bien. Et ça touche beaucoup de gens, les insomnies. Est-ce qu'il y a des chiffres ou il y a beaucoup de gens peut-être qui utilisent... Je sais pas, tu vas nous expliquer peut-être comment définir plus l'insomnie, la durée, la fréquence, etc. Pour peut-être que les gens se disent « Mince, là, je suis victime d'insomnie » ou là, juste, j'ai mis une étiquette sur peut-être potentiellement une situation et je suis pas vraiment insomniaque. C'est un peu dur comme mot, mais voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de choses là-dessus ? Alors, je vais rebondir sur quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on ouvre un bouquin médical sur le sommeil, par exemple, tout est classifié. Donc, il y a des insomnies, il y a du retard de phase, il y a des insomnies de milieu de nuit, des insomnies d'endormissement. Et puis, il faut dormir moins de X heures pendant X temps. En réalité, ça n'a presque aucune importance. C'est-à-dire, ce qui va compter, c'est est-ce que quand je me réveille le matin, je me sens bien ? Est-ce que dans la journée, j'ai suffisamment d'énergie pour mener à bien mes projets ? Ou est-ce que dans la journée, je suis obligée de faire de dormir 2 heures, que je tiens pas le coup, que j'ai les yeux qui brûlent, que je me sens mal ? En fait, c'est pas tant le nombre d'heures, et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui vont un peu focaliser. À l'inverse, il y a des gens qui dorment bien et qui vont vouloir dormir plus parce qu'ils n'ont pas 8 heures. On leur a dit qu'il fallait dormir 8 heures. Ils dorment 7h30. C'est très bien pour eux. En revanche, ils vont stresser en disant « faudrait que je dorme plus parce que sinon ça va nuire à ma longévité, etc. » On pourrait revenir après sur ces moyennes de sommeil. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est comment on se sent et est-ce que je me réveille la nuit ? Si je me réveille pour aller aux toilettes pendant 2 minutes, est-ce que je me rendors tout de suite ?
Est-ce que quand je me couche le soir, je me sens bien, je m'endors tout de suite? Ou est-ce que je lutte pendant 1h30? En fait, c'est vraiment ça qui compte. Parce que si on rentre pas pile dans les chiffres à une demi-heure près, ou à 20 jours près, ou à 3 jours près, en fonction de ce qui est marqué dans les manuels, on va se dire non, c'est bon, je suis pas concernée. Alors qu'en fait, la personne, elle est descendue jusqu'ici, elle est crevée, elle a la tête dans le brouillard tout le temps. Donc, il faut vraiment s'écouter. Et j'ai même des personnes qui viennent me voir et qui me disent en fait, j'ai l'impression que je dors suffisamment, mais je suis tout le temps crevée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que j'ai plus de sommeil profond? Parce que j'ai la sensation que mon sommeil, il est un peu trop léger. Donc, c'est pas une question que de quantité. Ça, on est bien d'accord. Et c'est vrai que ce qu'on met derrière insomnie, c'est plus pour finalement dire j'ai des problèmes de sommeil, je suis crevée. Et il faut le considérer en tant que tel. J'ai une question parce que, tu vois, nous, quand on a des personnes en coaching, c'est plus perte de poids, gain d'énergie, mais du coup, le sommeil est un sujet aussi, qui peut revenir. Et des fois, il y a des gens qui me disent mais je me sens pas fatigué. Et moi, j'ai une théorie, mais tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, c'est que des fois, tu as des gens qui sont tellement fatigués qu'ils ne se rendent plus compte de ce que ça fait que d'être fatigué. Et donc, du coup, quand je leur dis mais le matin, tu te sens bien, ils me disent oui, mais leur corps dit non. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont beaucoup de cernes. Ils sont sous adrénaline. Voilà, ils pensent que ça va, mais en fait, ça va pas. Mais du coup, ils ne se rendent plus compte ce que ça fait. Tu vois, ils n'arrivent plus à identifier, tu sais, ce fameux écoute ton corps. Je trouve que, alors, je pense que nous trois, on écoute bien notre corps, mais quand ton corps est bien déréglé, c'est très dur, je trouve, de bien l'écouter. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui dit mais non, moi, je mange pas à midi parce que j'ai pas faim. Oui, mais du coup, le soir, tu as une fringale. Donc, il écoute son corps, tu vois, à l'instant T du midi, mais visiblement, ça ne fonctionne pas trop. Est-ce que toi, tu as ce cas de figure aussi? Complètement, et en plus, je l'ai vécu moi-même. Ah, super. Du coup, Super, à avoir l'impression dans ce que tu décris, à avoir l'impression que tant pis, finalement, ça va. Et c'est pour ça que dans ce que je disais avant, il y a à la fois des critères de ressenti, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis bien dans ma journée, et puis il y a aussi des critères objectifs de est-ce que je m'endors rapidement, est-ce que je me réveille la nuit, si je me réveille, est-ce que je me rendors tout de suite, et puis effectivement, on peut objectiver que je dors 4 heures par nuit. Là, effectivement, les études aujourd'hui semblent être assez sans équivoque sur le sujet, que 4 heures par nuit, c'est vraiment trop peu. La moyenne, c'est 8 heures. On dit 8 heures, ça peut être 8h30, chez certaines personnes, ça peut être 7h30. Certaines personnes vont plutôt bien fonctionner avec 6 heures, 6h30. Mais en deçà de 6 heures ou de 5 heures, 6 heures pures, hein. On est d'accord, c'est pas 6 heures de minuit, sommeil. voilà. Je parle pas de la plage de sommeil qu'on s'attribue, c'est vraiment le temps de sommeil, complètement. Entre les gens qui se disent ça et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de « moi, 6 heures, ça va ». Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont ce syndrome. 6 heures, ça va, mais parce que ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, notre cadre de référence, il change. On s'habitue à dormir moins et du coup, on a l'impression que ça va. Sauf que quand on creuse, avec les personnes qui vont avoir ces habitudes-là, quand on creuse, on va effectivement se rendre compte que qu'elles ont besoin de beaucoup de café pour tenir le coup, qu'elles auraient bien envie de faire une sieste à la mi-journée, mais du coup, elles luttent comme pas possible parce que c'est pas nécessairement possible sur le lieu de travail, de se coucher, etc. C'est mal vu aussi des fois. Ça peut être très mal vu, on pourrait y revenir sur la sieste. Et puis, elles vont avoir des difficultés à récupérer après un effort. Elles vont avoir des difficultés effectivement à perdre ou à prendre du poids parce qu'on sait que la leptine et la gréline, c'est principalement régulé la nuit. Elles vont avoir des difficultés avec leur transit. Elles vont avoir le transit super ralenti, tout le temps constipé parce que le corps est fatigué. Donc en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a plein de symptômes. C'est simplement que si ces personnes-là ne regardent que « est-ce que je peux tenir ma journée ?» Ok, la réponse est oui. Mais parce que le corps est extrêmement résilient et qu'il va tout donner dans la bataille d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire qu'il y trouve son compte. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un crash 5 ans plus tard, 10 ans plus tard ou même 10 mois plus tard parfois. Surtout quand tu as 30 ans, quoi. Parce que moi, il y a pas mal de gens, ils me disent « Non, mais moi, je tiens. » Je dis « Mais heureusement que tu tiens. Tu as 30 ans. » Enfin, je veux dire, ton corps est encore jeune et robuste, tu vois. Donc, ça me choque pas que tu arrives à enchaîner 5 nuits de 6 heures, mais je pense que les gens ont une vision court terme. Et encore une fois, tous les problèmes dont tu as évoqués, le transit, le ralentissement même pour la perte de poids, du métabolisme, des gens, encore une fois, ils normalisent ça. Les problèmes de transit, les selles, etc. Il y a beaucoup de gens qui normalisent certains états et en fait, tu te rends compte que tout est lié par rapport au sommeil. Et pour eux, non, ça va, en vrai, je tiens 6 heures, je lutte, tout va bien. Mais en fait, pas du tout, quoi. Ouais, c'est très, très juste ce que tu dis. Moi, j'ai tous les jours, vraiment presque tous les jours, si ce n'est tous les jours,
des personnes qui me disent « Ah, mais parce que c'est pas normal ». Mm. Dans mes accompagnements, j'entends, dans les consultations, parce que on fait une grande anamnèse, donc je pose plein de questions. Et puis quand je pose des questions, sur est-ce que vous êtes ballonné, est-ce qu'au niveau du transit ça va, les ongles, les cheveux, la peau, parce qu'en fait tout ça, c'est très lié avec cette situation de sommeil. Soit c'est en répercussion d'un sommeil de mauvaise qualité, soit c'est aussi corrélé dans le sens où la cause profonde du trouble du sommeil va aussi créer d'autres symptômes. Voilà. Donc finalement, on pose plein de questions. Et la personne me dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous me demandez ça. Alors, je creuse avec elle, je leur dis, là, par exemple, vous avez mal au ventre tous les jours. Bah oui, mais comme tout le monde. Donc en fait, vraiment, ta remarque, elle est très, très juste. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que pour tout le monde, c'est pareil et que tout le monde a ces problématiques-là. Pour peu que la mère soit pareille ou que le frère soit pareil, du coup, d'un point de vue contexte familial, on se dit, voilà, finalement, c'est comme ça. C'est héréditaire. Et la question ne se pose pas. Et puis après, quand on va plus loin, et puis surtout quand on avance dans les accompagnements, les gens me disent, mais du coup, j'allais à la selle 2 fois par semaine, là, j'y vais tous les jours. Mais au début, je croyais que c'était un problème d'y aller tous les jours. Au début, je pensais que c'était normal d'avoir mal au ventre après un repas. Et donc, ça, on vient déconstruire beaucoup d'idées reçues lorsqu'on parle de sommeil. Ce qui peut paraître contre-intuitif, là, par exemple, quand on parle du système digestif. Et en fait, on se rend compte que quand on va travailler sur ces éléments-là aussi, en fait, le sommeil, il s'améliore. Et quand on améliore le sommeil, ces éléments-là s'améliorent. Donc, c'est en ça où, un petit peu avant le démarrage de cet échange, on parlait ensemble et on se disait, mais le sommeil, c'est tellement transversal. On peut pas ignorer ça, quelle que soit la démarche de santé dans laquelle on est. Donc, c'est tout à fait la base de tout, en fait. Pour ce que tu disais là sur j'allais à la salle 2 fois par semaine, moi, j'avais quelqu'un qui, une fois, je fais un post LinkedIn, ou c'est toi, qui part un peu viral sur voici comment savoir si tes selles sont, entre guillemets, de bonne qualité. Et cette personne, elle me dit, ah, mais moi, en fait, quand je vais à la selle, depuis toujours, c'est... je vais utiliser les termes qu'il disait, mais il disait c'était liquide et c'était pas du tout marron, c'était plutôt jaune. Il me dit, mais pour moi, c'était normal. Et tu dis, mais c'est dingue, parce que c'est totalement le signe que il y a beaucoup de dysfonctionnements. Carrément. Et comme cette personne, elle dit, ben moi, je suis comme ça, exactement comme tu as dit, mon frère est pareil. Et du coup, le référentiel était je lui ai très appris que micro. c'était pas normal, tu vois. Ouais, J'ai appris que non, c'était pas normal de ne pas avoir des selles solides marron foncé, quoi, tu vois. Ouais. Et si tu te dis, c'est fou. Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Mais carrément, parce que l'information, c'est le démarrage de tout. On peut rien changer si on ne sait pas qu'il y a un problème déjà, si on ne sait pas que on peut faire autrement. Donc effectivement, chaque changement, chaque évolution de n'importe quelle habitude commence par la prise de conscience, la prise de connaissance. Et d'ailleurs, souvent, on dit qu'il y a un gap beaucoup plus important entre je ne sais pas, je sais, et ensuite je sais, je fais. Parce que finalement, il y a un temps d'intégration, c'est vraiment comme si on plantait des petites graines, il y a un temps d'intégration qui est important. Et puis par contre, après, quand on se met à agir, là, tout devient exponentiel. Mais pour ça, il y a pas mal de choses à déconstruire. Je pense même à l'alimentation. Souvent, les gens ne font pas le lien entre l'alimentation et le sommeil. Alors que... Le lien est énorme. Le lien est tellement étroit que c'est vrai qu'on peut même se poser la question comment passer à côté. Et pour autant... on peut même écouter des personnes parler du sommeil pendant 2 heures et que la personne n'évoque jamais l'assiette. Ça m'a toujours fascinée. Je me dis, mais en fait, comment c'est possible ? C'est presque la case incontournable. Puisqu'effectivement, il y a un vrai enjeu, puisque l'alimentation, c'est ce qui va apporter toutes les ressources pour que le corps y fonctionne. Donc s'il y a des carences ou s'il y a des choses qui entravent, on parlait des perturbateurs endocriniens un petit peu avant, là, ou s'il y a des choses qui entravent, nécessairement toutes les fonctions du corps, parce que tout l'aspect, le métabolisme, tout le système hormonal, le système nerveux, ils vont être impactés. Ils vont plus pouvoir faire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils savent faire. Ouais. Mais ça vient de l'alimentation, ça se crée pas comme ça ex nihilo. Donc effectivement, ce qu'on va venir amener dans l'assiette, c'est indispensable de se poser la question de qu'est-ce que je mange, quand est-ce que je mange, quelle quantité je mange. Est-ce que je grignote ? Est-ce que j'ai plusieurs prises alimentaires par jour ? Est-ce que j'en ai que 2 ? Est-ce que je fais le jeûne intermittent ? Est-ce que je mange la nuit ? Est-ce que je m'hydrate correctement ? Ça, ce sont des éléments qui peuvent tout changer. Moi, j'ai souvenir d'une personne que j'avais accompagnée où le premier truc, on commence à discuter. Le premier truc que je lui dis, en fait, le premier conseil que je vais vous donner, c'est même pas de couper vos écrans le soir, c'est même pas un truc autour de l'hygiène de sommeil. C'est juste, mais vous allez boire ? Pas picoler, juste boire de l'eau. Ouais, on parle de... Boire de l'eau. En fait, elle ne buvait pas.
Ah Donc ouais. elle ne buvait pas Des du gens, tout. mais ça m'étonne que ces gens ne décèdent pas. Ah oui, je suis non, toujours mais étonné des le gens corps, qui- le corps est très fort. Hein. Oui, Le corps est très Oui, résilient. C'est fou, Hein. hein. C'est fou, c'est Il y a des incroyable. gens- il y a des gens qui malheureusement urinent marron, Mm. parce qu'ils ne boivent pas assez. Et en fait, je connaissais un gars, ça faisait plusieurs années comme ça. Et j'avais presque envie de dire, comment t'as fait pour tenir? C'est moi, quand déjà c'est jaune, je me dis, vite, vite, faut boire. Mais c'est très intéressant la nutrition Ouais, je veux du dire, sommeil, est-ce que- parce que... Ouais, vas-y. J'ai une question. Est-ce que pour toi, c'est pas encore plus important que les écrans? Je te dis ma théorie et tu me dis ce que t'en penses. C'est que en fait, les gens font tellement un focus sur les écrans qu'ils vont se dire, ok, j'ai arrêté une demi-heure avant. Par contre, ils vont manger n'importe quoi. Et j'ai l'impression que quand on optimise bien la nutrition du sommeil, si le soir, tu as envie de regarder une petite série avec ta copine, nous, on traque notre sommeil. Tu nous diras après ce que tu penses des outils. Je suis très curieux de ton retour. Mais en fait, je me rends compte que je dors aussi bien, voire mieux, en d'abord optimisant ma nutrition du sommeil plutôt que mon temps d'écran. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors là, tu touches à un point ultra sensible Ah. qui me plaît beaucoup. Donc, Bon, merci. c'est bon alors. Merci de l'évoquer dans ce sens parce que on fait toujours un énorme focus sur l'hygiène de sommeil. Ouais. Donc Bah ouais. l'hygiène de sommeil, c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. C'est Ouais. vraiment, Tout, tu vois, tu prends la lumière le routine. matin, à quelle heure tu as tes repas, qu'est-ce que tu fais le soir, est-ce que tu as une routine et tout. Ok, ça c'est sûr que c'est important. C'est-à-dire que ça compte. Tu peux t'endormir 1h30 plus tard en tournant dans le lit parce qu'effectivement, tu as été trop exposé aux écrans, parce que tu as fait n'importe quoi le soir. Tu peux manquer de sommeil paradoxal, tu sais, les dernières les phases de sommeil qu'on a le plus en fin de nuit, ou là où il y a le plus de rêves, parce qu'on a fumé un joint, parce qu'on a bu de l'alcool, et donc ça déstructure l'architecture du sommeil. Ok, donc ça fait partie de l'hygiène de sommeil. Mais c'est rien s'il n'y a pas la première... on va dire la première base de la pyramide, qui est l'aspect physiologique. Donc, comment le système nerveux, comment ton système hormonal et comment ton système immunitaire fonctionnent. Donc, c'est vraiment le système de communication du corps avec ces trois piliers. Comment il fonctionne. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'alimentation. À 99%. Ouais. Alors, l'alimentation, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, bien sûr, parce qu'après, on peut dire, oui, il y a la vitamine D, le soleil, etc. Oui, c'est vrai. Il y a l'hydratation, c'est sûr. Ça, c'est essentiel. Il y a aussi... le comment on mange. Est-ce qu'on mange en étant stressé? Est-ce qu'on mange avec un lance-pierre? Est-ce qu'on mange... est-ce qu'on mastique correctement? Du coup, est-ce qu'on assimile ce qu'on mange? Parce qu'on peut avoir une superbe assiette extrêmement diète parfaite devant nous, mais si on n'assimile rien du tout, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Il y a aussi, bien sûr, les éventuelles intolérances, hypersensibilité alimentaire qui rentrent en jeu. Donc voilà, un œuf sur le papier, c'est génial, c'est du bon gras, c'est tout ce qu'on veut. Mais si moi, ça fait monter en flèche mon système immunitaire parce que je ne le supporte pas, et que du coup, ça va stresser mon corps plus qu'autre chose, finalement, l'œuf, il n'est pas OK pour moi. Tout ça pour dire, c'est que l'alimentation, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi les à côté, mais c'est cette nourriture-là qui vient soutenir nos différentes fonctions du corps, qui va permettre d'avoir un bon sommeil ou pas. Et quand ça, c'est solide, qu'on a une alimentation qui nous convient bien, le reste, il y a une flexibilité énorme. Et c'est souvent ce que je rappelle aux personnes que j'accompagne qui me disent « Oh là là, mais ça veut dire que je vais vivre comme un moine en plein milieu de la forêt, dans une cabane, là, comme... » C'est la peur. Non, mais voilà, je c'est la comprends, peur de plus ouais. jamais sortir, de plus jamais regarder un film, de plus jamais rien faire, en fait. Et je leur dis non. Ça, c'est vraiment, au début, on pose un cadre pour que on évite trop de choses qui entravent. Ouais. Voilà, on fait simple, on évite trop de trucs qui entravent parce que tout simplement, on est dans une démarche où on a plein de leviers à activer. Donc, c'est dommage de faire un truc d'un côté puis d'être devant les écrans jusqu'à minuit le soir. Ok, on pose un cadre. En revanche, dès que le sommeil il va revenir et plus il va être solide, plus il va arriver le soir comme un bulldozer, tu vois, pas sur sa petite bicyclette là, où j'arrive, je sais pas trop, je vais peut-être m'arrêter, je vais peut-être aller faire un petit détour. Non, un bulldozer, il arrive jusqu'au lendemain matin 8h. Ok, quand il est comme ça, mais on retrouve une souplesse pas possible. On peut sortir, on peut regarder un film. Alors, de temps en temps, on va sentir la limite. Ouais, peut-être que jusqu'à 2h du matin, avec 4 apéros, c'était peut-être pas top pour mon sommeil. Ok, je connais ma limite. Moi, je sais que si je travaille sur les écrans le soir, ce qui m'arrive assez régulièrement en tant qu'entrepreneur, ça doit vous arriver aussi, tu bosses le soir. T'es là, quoi. Voilà, à un moment donné, si tu le fais pas là, de toute façon, tu peux pas le faire. Donc, je vais pas ruiner mon entreprise. Je suis obligée de travailler un minimum le soir. Donc, je mets des lunettes anti-lumière bleue là, pour filtrer au maximum. Cool, on les a aussi. Je sais que si je bosse jusqu'à 21h30, 21h45, franchement, ça passe nickel. 22h, ça passe.
je bosse jusqu'à 23h, c'est foutu. C'est ma limite. Ouais, tu connais tes limites, en fait, à force, grâce au cadre. Et en fait, plus on vient expérimenter de choses, plus on connaît ses limites. Mais pour ça, il faut à un moment donné fixer un cadre. C'est-à-dire que si on fait ce qu'on a toujours fait, mais on peut pas voir ce qui change. Donc on fixe un cadre. Au début, on s'y tient, on est rigoureux pendant plusieurs semaines. On renforce son sommeil de façon vraiment physiologique. Et ensuite, eh bien, on vient jouer avec ce cadre. Et on vient regarder jusqu'où on peut l'étendre. Puis après, on se connaît. Ouais. Même pour l'alimentation, on va se dire, bah oui, moi, le chocolat noir, par exemple, moi qui ai souffert du syndrome des jambes sans repos pendant longtemps, eh bien, si je mange du chocolat noir le soir, ça me perturbe mon endormissement parce qu'en fait, j'ai les jambes qui me gênent, en fait, tout simplement. Okay. Malgré la présence de magnésium dans le chocolat noir. Ah oui, parce qu'en fait, c'est excitant, le chocolat noir. Donc, dans tous les cas, le soir, voilà, on va éviter. Et en fait, à partir du moment où mon corps il y est sensible, bah moi, ça me fait ça. Oui, c'est important ce côté, moi, mon corps, comment il fonctionne. Ouais. Donc après, là, je le partage parce que peut-être que c'est le cas pour d'autres personnes. Je me suis déjà rendu compte que c'était le cas pour d'autres personnes, notamment avec le syndrome des jambes sans repos. Mais après, c'est important de faire ses propres expérimentations aussi. Donc là, ce que tu disais, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que vraiment, on renforce cette fonction de sommeil. Et ensuite, on va retrouver de la flexibilité sur tout, mais même sur l'alimentation. On va pouvoir faire parfois des écarts, on est en soirée, bah oui, c'est pas grave, on est invité, bah c'est pas grave, mon sommeil, il va pas en pâtir. Parce qu'en fait, on a tellement renforcé le truc, notre thyroïde, elle fonctionne bien, nos intestins, ils fonctionnent bien, nos surrénales fonctionnent bien, tout fonctionne bien. Ok, bah là, du coup, on a plus de souplesse. Mais est-ce qu'il y a quand même un type d'aliment que tu recommandes le soir, justement pour favoriser le sommeil, l'endormissement? Alors, ce que je vais surtout ne pas recommander, c'est plutôt dans ce sens, parce que ce que je vais recommander, en fait, il n'y a pas tant de choses qui ne vont pas le soir, si ce n'est trop de sucre, parce que bah, ça maintient en vigilance, tout simplement. Sucre, genre chocolat Kinder Bueno ou glucides? Eh bien, ça dépend des gens. Okay. Parce que certaines personnes vont avoir un métabolisme des sucres qui n'est pas optimal, qui n'est pas top. Souvent à cause du stress aussi. Alors, à cause du stress, parfois aussi... j'ai envie de dire de naissance, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir un terrain plus fragile que d'autres. D'autres vont vraiment avoir un terrain très, très solide, elles vont pouvoir se permettre beaucoup plus d'écart. Ok, bon, bah, c'est comme ça. Et puis après, par rapport aux casseroles de vie qu'on a eues jusqu'à maintenant, effectivement, selon l'alimentation qu'on a eue les 20 dernières années, notre gestion de la glycémie, elle sera un peu différente. Donc, certaines personnes, on évite vraiment les glucides le soir. Parce que sinon, ça fait le yo-yo au niveau de la glycémie. Et donc ça peut soit empêcher l'endormissement, soit créer des réveils nocturnes. Pour d'autres personnes, ça va se limiter à on va pas manger 3 muffins après le repas, on va pas grignoter juste avant de s'endormir, les petits pépitos dans le canapé. Non, on évite. Donc ça, on est vigilant. Et puis après, si on prend des glucides, on essaye d'être raisonnable, de pas se resservir 4 fois du riz. En fait, des conseils... des conseils diététiques logiques, voilà, que n'importe quel diététicien ou nutritionniste pourrait finalement donner. Mais ne pas faire une focalisation non plus sur qu'est-ce que je mange pour mon sommeil. Pourquoi ? Parce que ce qu'on ingère le soir à 19h30 ou à 20h quand on dîne, c'est pas ce qui est utilisé à 21h. Hein. Ah oui. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on le digère, qu'on l'assimile, que notre corps puisse s'en servir. Ouais. Donc après, on peut se dire, oui, mais ça me servira sur la fin de nuit pour ma mélatonine, mon tryptophane, etc. Bon, ok. Mais en fait, le corps, il fonctionne pas comme un robot. C'est pas comme quand on est à la station-service avec la voiture, on met de l'essence, on sait combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'elle s'en sert, etc. En fait, le corps, déjà, il a des stocks de plein de trucs. Et puis, il va faire en fonction de ses besoins. Il va faire en fonction de ce qui est le plus urgent pour lui aussi. Et puis, notre alimentation, du coup, c'est ce qui s'étale repas après repas, jour après jour, semaine après semaine. Donc, se focaliser uniquement sur quel aliment, quelle viande, est-ce que je mange du poulet, de la dinde ou du jambon le soir à 20h, en fait, c'est pas vraiment ça la problématique. C'est plutôt quelle est l'alimentation dont vous avez besoin pour juste bien fonctionner pour vous. Ne pensez plus au sommeil. Souvent, quand on arrête de penser au sommeil, en fait, les portes s'ouvrent. Donc, ne pensez pas au sommeil. Juste, qu'est-ce qui vous convient ? Par exemple, est-ce que vous supportez les produits laitiers ? Beaucoup ne les supportent pas du tout. Ouais. Est-ce que vous supportez les produits à gluten ? Pareil, beaucoup ne les supportent pas du tout. Donc ça, typiquement, on enlève. Est-ce que vous mangez trop de sucre ? Ok, ça, on limite. Est-ce que vous grignotez toute la journée ? Ça, on va réguler. Est-ce que vous faites de l'activité physique ou pas ?
est-ce que vous buvez suffisamment, comme on l'a dit? Est-ce que vous avez suffisamment de légumes, de fibres, mais aussi de produits justement protéinés? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des régimes véganes. Alors non pas que j'ai quelque chose contre la philosophie végane, mais force est de constater que le corps, il est en grande souffrance lorsqu'il n'a pas assez de protéines. Et surtout quand on essaye de compenser les protéines qu'on n'a pas dans les œufs, dans le poisson, dans autre chose, par uniquement quantité énorme de produits céréaliers. Ah ouais, là, le ventre, là, les fibres, là, les Et du coup, légumineuses. ça, c'est très problématique. Donc, force est de constater qu'on a besoin de trouver l'alimentation qui nous convient. Quand l'alimentation qu'on a dans l'assiette, jour après jour, semaine après semaine, elle nous convient, en fait, on n'a même pas besoin de se dire qu'est-ce que je mange pour mon sommeil, en fait. C'est qu'est-ce que je mange pour aller bien, je vais bien, donc je dors. Non, en fait, c'est hyper vraiment logique, hein. une nuance qui est... je me permets vraiment d'insister là-dessus parce que c'est une nuance qui est super importante et qui est trop souvent laissée de côté parce qu'on fait vraiment un focus uniquement sur le sommeil. Alors, non pas que ce soit pas intéressant de se dire qu'est-ce que je peux faire pour mieux dormir, mais vis-à-vis de l'assiette et de l'alimentation, faut dézoomer. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale parce que c'est ce qui fonctionne, en fait. Et qu'est-ce que tu penses du verre de vin le soir? Il y a des personnes qui aiment bien boire leur verre de vin. Est-ce que du coup, ça a un impact sur le sommeil ou... L'alcool, de façon globale, les études montrent que même un verre de vin, même une bière, un truc, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Donc effectivement, on a une architecture du sommeil. Pour les personnes qui sont pas familières avec ça, je vais le détailler. C'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, le sommeil. C'est pas juste on s'endort, il se passe plus rien, voilà. Électroencéphalogramme plat. Non, en fait, il y a toute une vie dans notre corps déjà, ça c'est sûr, mais dans notre mental aussi, dans notre subconscient, il se passe plein de choses au niveau de la fréquence d'ondes cérébrales. Et notre sommeil, il est organisé en cycles qui vont s'enchaîner comme ça. Donc, il faut imaginer des grandes vagues. À l'intérieur de ces cycles, on va avoir des phases de sommeil qui vont être différentes et qui vont elles aussi s'enchaîner. Donc, on est vraiment des vagues à l'intérieur de vagues. Entre les cycles, on a des micro-réveils qui sont tout à fait normaux. Ce qui pose problème, c'est quand ils se transforment en vrais réveils pendant plusieurs minutes, voire parfois 1 heure, voire parfois 2 heures. Mais sinon, les micro-réveils sont tout à fait normaux. Et ces phases de sommeil, eh bien, on va avoir le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Et tout ça, ça s'enchaîne. Et donc, je ne sais même plus ce que je vous disais. Par rapport au verre de vin. Par rapport au verre de vin. Merci, excuse-moi. J'étais passée sur autre chose. Ouais, donc, mais le comme verre ça, de vin, les en gens fait, comprennent. il vient déstructurer cette jolie architecture. C'est-à-dire que sur les phases de sommeil paradoxal, qui sont plus nombreuses en fin de nuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait la même quantité de chaque phase en début de nuit qu'en fin de nuit. En fin de nuit, on a beaucoup plus de sommeil paradoxal. Eh bien, il s'avère que l'alcool, mais c'est vrai aussi pour le cannabis, eh bien, le corps n'arrive plus à passer d'une phase à une autre. En fait, il n'arrive plus à atteindre ce sommeil paradoxal dont il a cruellement besoin pour la récupération mentale, émotionnelle, la mémorisation aussi. Et donc, on va se retrouver avec une intégration et puis des capacités différentes le lendemain. Comme là, on parle beaucoup des émotions, de la gestion du stress, du coup, on se rend compte à quel point on peut mettre le pied dans un cercle vicieux parce qu'on va, par exemple, boire le soir. Il y a un côté un peu sédatif à l'alcool. Donc, on va avoir l'impression qu'on s'endort mieux. Sauf qu'en fait, on a moins de sommeil paradoxal. Donc, finalement, la journée du lendemain, on va moins bien gérer ses émotions, être plus irascible, peut-être plus stressé. Donc, on va vouloir reprendre un verre de vin le soir. Pour se détendre. Et à chaque fois, voilà. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas égaux devant l'alcool. Chez certaines personnes, ça ne va pas poser problème. À nouveau, quand on est ce qu'on peut appeler en bonne santé, je mets des guillemets parce que ça veut tout dire et rien dire, mais si on se rend compte qu'on dort très bien, et on pourra revenir effectivement sur les bagues et sur les montres et sur tous ces appareils-là, si on se rend compte que notre sommeil, il est bon, il est qualitatif, qu'on est en pleine forme et qu'on a un verre de vin dans le dîner le soir, j'ai envie de dire... Fine. Qui je suis, moi, Aurélie Mondin, pour vous dire non, faites pas ça. C'est très bien, voilà, ok, super, faites. En revanche, quand on voit qu'il y a des réveils tout le temps à 4h30, 5h du matin, que la personne, elle est crevée, qu'elle a l'impression de bien s'endormir, mais que on regarde son sommeil, en fait, elle passe 20 minutes en sommeil paradoxal sur la nuit, on va dire non, là, l'alcool, ça ne vous convient pas. On n'est vraiment pas tous égaux, hein. C'est nettoyé par le foie, les molécules d'alcool. Et puis pareil, le métabolisme des sucres rentre en compte aussi, parce que l'alcool, c'est du sucre. Et donc, en fonction de là où en est chaque personne, elle va avoir plus ou moins de souplesse. À nouveau, on revient là-dessus. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que ça montre bien, en fait, je suis d'accord que le but, c'est pas de vivre dans une cabane à rien faire, c'est juste, si déjà, tu fumes pas de joint, tu bois pas d'alcool, tu fais du sport et que tu as une bonne hygiène de vie,
bah, y a de fortes chances que déjà ton sommeil soit meilleur que plein d'autres gens qui vont tout optimiser, mais qui en fait reviennent de quelques années où c'est plus compliqué. Est-ce que pour le sommeil, il y a aussi ce côté où ça prend du temps? Tu disais aussi des fois les gens venaient te voir consultation, en fait ils se rendent compte que ça prend plus de temps. Est-ce qu'il y a ce côté de moi, ça fait 5 ans que je prends pas soin de moi, est-ce que en 3 mois, je peux revoir un super sommeil où le corps aussi, il encaisse, il somatise beaucoup de choses et dans tous les cas, ça va prendre beaucoup d'années? D'ailleurs, si vous cherchez à avoir un meilleur sommeil, à enfin vous réveiller en pleine forme le matin, à ne plus avoir des insomnies et également à avoir un sommeil plus profond, un sommeil doublé, et bien avec la gamme sommeil de chez Nutripreneur, vous allez enfin pouvoir y arriver. D'ailleurs, vous avez 20% sur une de vos commandes avec le code Corps et Esprit 20. Tous les liens sont en description. Allez, on reprend l'épisode. Alors, 3 mois, oui. 3 mois, c'est... Ok, c'est quand même possible. 3 mois, c'est vraiment correct. C'est une bonne durée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, les accompagnements que je propose, l'accompagnement vraiment classique, c'est 3 mois parce que je constate que vraiment en 3 mois, on va d'un point A à un point B. Donc même si ça fait genre 4-5 ans que quelqu'un ne dort pas bien, c'est peut-être pas comme une perte de poids où tu sais le corps, il a biologiquement, il peut pas aller plus vite. Tu dis sommeil, en vrai, tellement de points à régler que ça peut aller très vite. C'est rassurant en fait. Vraiment, moi je trouve ça ultra rassurant. Bah moi aussi. Parce que c'est là où on se rend compte que quand... on le disait tout à l'heure, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que moi je suis assez fascinée par le fonctionnement du corps, du vivant dans sa globalité. Mais le corps est très résilient. Donc effectivement, on peut lui faire mal pendant 5 ans, pendant 10 ans. À partir du moment où on lui propose toutes les meilleures conditions pour qu'il aille bien, il va surfer sur la vague et il va mettre beaucoup moins de temps à aller mieux que ce qu'il a mis finalement à aller mal. Je ne sais pas si je suis claire dans ce Très sens. clair. Moi, je Effectivement. Donc après, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de... quand on dit pas prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que parfois, il y a que quelques réajustements à faire. Tu vois, c'est pas non plus catastrophique. Parfois, c'est vraiment catastrophique. Donc là, la personne, par exemple, si elle est ultra carencée, on pourra bien sûr parler des compléments alimentaires aussi, mais si la personne, elle est extrêmement carencée, qu'elle a eu énormément de traumas dans sa vie, que ça peut être une femme qui a eu 4 grossesses, il va y avoir un travail de fond plus important. Et c'est normal. Et là, on peut se donner rendez-vous dans 6 mois. C'est tout à fait possible. Parce qu'il y aura tellement de choses à mettre en place qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler, s'arrêter de vivre, laisser les enfants je ne sais trop où pendant 3 mois et se concentrer uniquement sur soi et sur son sommeil. Donc, il va falloir intégrer toutes les évolutions qui sont nécessaires avec son quotidien, avec son travail, avec le stress du quotidien aussi. Et donc, nécessairement, ça va prendre plus de temps. Donc, en fait, ça dépend. De là d'où on vient, en fait, ça dépend de notre situation actuelle. Ça va dépendre du temps qu'on peut allouer à ce qu'on veut mettre en place, parce que certaines choses nécessitent d'allouer du temps. Je parlais tout à l'heure, la routine du sommeil, c'est pas énorme, c'est 20 minutes, une demi-heure, mais encore faut-il l'avoir. Et j'ai des personnes qui ne l'ont pas, ce temps, qui travaillent en horaire décalé. Enfin, vraiment, c'est compliqué en vrai. Parfois, ça peut être très compliqué. Ou qu'ont les enfants qui s'endorment à 22 heures. Enfin, vraiment des choses qui sont difficiles à gérer dans le quotidien. Et ensuite, ça va dépendre de la motivation intrinsèque de la personne. Ouais. Parce que la personne, elle a sa feuille de route. Si elle met tout en place, rendez-vous dans 3 mois. Si elle met pas grand-chose en place ou que tout prend une semaine, puis une semaine, puis une semaine juste pour une bricole, là, rendez-vous dans 9 mois. Parce qu'en fait, je peux pas faire les choses à votre place, donc il va falloir y aller. Mais je dis ça sans aucun jugement, c'est-à-dire que on avance aussi au rythme qu'on peut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas attendre les mêmes résultats en faisant pas grand-chose que si on avait tout mis la feuille de route en place. Voilà, bon, ça paraît logique, mais j'ai déjà eu certaines discussions un petit peu houleuses où je disais à la personne, mais en fait, vous n'avez écouté aucun de mes conseils. Parce que la personne me disait, mais je ne vais pas mieux. Oui, mais en fait, on reprend chaque point, vous n'avez strictement rien fait. Donc, comment voulez-vous que ça puisse être différent? Voilà, donc j'insiste un petit peu là-dessus parce que, au-delà du caractère un petit peu rigolo, c'est plus que quand on rentre dans cette démarche-là, il faut être conscient de ce qu'on peut aussi y amener comme motivation, comme énergie, comme possibilité d'investissement. Et ensuite, on va à son rythme. Moi, les personnes pour qui ça va pas vite, c'est pas grave, ça va pas vite, je les suis à leur rythme. Mais par contre, elles ne s'attendent pas à ce que derrière, il y ait en 15 jours des résultats incroyables, dans la mesure où elles n'ont rien fait en 15 jours. Voilà, si ça répond à ces questions-là sur la durée. Mais après, par contre, excuse-moi, avant que tu t'embrayes sur autre chose, il y a aussi parfois certains éléments où on débloque un truc et c'était juste ça qui coinçait et ça va mieux. Une épine sous le pied, tu l'enlèves et c'est bon, quoi. Voilà.
Donc en fait, là, ce dont je parle, c'est quand, comme tu disais, on a pendant des années, on s'est trimballé avec des trucs, ça n'allait pas, on a plein de symptômes, on est vraiment obligé de faire ce travail de fond. Mais parfois, c'est juste, je me suis mis à stresser pour mon sommeil parce qu'un jour, j'ai fait une nuit blanche. Et depuis, j'angoisse de faire à nouveau une nuit blanche. Du coup, ça m'empêche de m'endormir. Donc, il y a ce côté aussi très, dans la relation au sommeil, très dialogue intérieur, ce qu'on se dit, le regard qu'on porte sur son sommeil. Et ça, en une séance, hop, on débloque. La personne qui se met à travailler de nuit, c'est un petit peu extrême. Je vais plutôt dire en horaire décalé. Et qui a besoin de trouver des repères pour pouvoir savoir quand faire une sieste, quand se coucher, quand manger, quand ci, quand ça. En une séance, on arrive à décoincer la situation. Donc, ça dépend vraiment du besoin. Ça peut parfois aller vite, mais dans les insomnies vraiment installées, oui, ça prend du temps. Ouais, tu peux pas tout changer. C'est logique. C'est logique que ça prenne plus de temps, mais trop bien en vrai. Ça va rassurer les gens. Nous, quelque chose qui a beaucoup fonctionné pour notre sommeil, justement, c'est d'avoir ces objets connectés. Surtout la bague. Ça nous a beaucoup aidé à comprendre qu'est-ce qui fonctionnait sur nous, justement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, nous, le fait de manger tôt, d'ailleurs, petite confidence, mais des fois, quand vraiment on a la soirée pour nous deux et qu'en fait on a faim à 18h30, à 18h45 on mange, quoi. Ça nous permet d'arriver au lit vraiment, t'as plus de digestion. Ça fait beaucoup de bien. Et en fait, justement, on a fait plein de tests, on s'est rendu compte que, par exemple, le sport, le soir, on arrivait plutôt bien à l'encaisser. Par contre, si moi je mange trop tard, c'est terminé. Moi, c'est vraiment ça. Toi, si tu disais 23h les écrans, moi, c'est si je mange trop tard, genre après 20h30, je sais que mon sommeil va être éclaté. Aussi, si je bois trop tard. Tu vois, cette nuit, ça m'arrive peut-être une fois toutes les 2-3 semaines. Je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Ça me tue mon sommeil parce qu'après, j'arrive pas à m'endormir. Parce que t'es entrepreneur, tu vois, parce que t'as le cerveau, il se met à... Et ça va trop vite. Et nous, ça nous a beaucoup aidé. Meryl, elle a plus de 2 heures de sommeil profond par nuit, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment top. Elle a des cycles, c'est assez impressionnant. Mais qu'est-ce que tu penses de ces outils, toi ? Est-ce que c'est vraiment fiable ? Parce que moi, j'ai vraiment la conviction que ça nous a beaucoup aidé. On compare les deux, d'ailleurs. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que je vois que t'as pas d'outils. Non. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Et c'est reculé du micro, je me suis dit... Je sens que je vais prendre un missile, là. Non, pas du tout. En fait, c'est une question que beaucoup de monde se pose, donc je suis vraiment très contente qu'on puisse l'évoquer là. Et puis en plus, quand on est sportif, la bague, elle sert pas que pour le sommeil, elle sert pour un peu tout. Oui. Donc je comprends tout à fait. Mais j'en ai eu porter des accessoires de tracking de sommeil. Et notamment quand j'étais intéressée pour moi-même à la base, parce qu'à la base, comme vous l'avez compris, c'était vraiment une exploration personnelle. Je m'étais jamais dit que j'allais faire mon métier, mon métier, clairement. Je détestais tellement mon sommeil, c'était incroyable. Donc dans cette exploration personnelle, oui, j'ai été fascinée de voir ce que ça pouvait apporter. J'ai découvert, mais ça, c'est mon sommeil. Ah oui, mais il se passe ça. Puis je bouge comme si, puis les micro-réveils. Ah, puis si je fais ça, mais j'ai vachement plus de sommeil profond, en vrai. Et puis si je me couche à cette heure-là, en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à enclencher le même cycle que si je me couche plus tôt. Donc, c'est pas mon chronotype de me coucher si tôt ou si tard. Parce que ça marche dans les deux sens. C'est grave. Donc finalement... moi, je trouve ça très, très, très intéressant de connecter avec son sommeil, c'est le cas de le dire, quand en plus, on ne s'est jamais trop posé la question, qu'on n'en sait rien. Là, les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles vont se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, mais en fait, j'ai vraiment envie d'en connaître plus mon sommeil. Et finalement, je ne sais même pas trop par quoi commencer. » Donc, ces accessoires-là, ils vont être ultra intéressants. D'autant qu'ils permettent de tracer aussi... l'agitation, pour les personnes qui vont faire des cauchemars, des terreurs nocturnes, justement le syndrome des jambes sans repos, ça on peut le voir aussi, parce qu'on voit beaucoup de micro-réveils. Les personnes qui vont faire de l'apnée du sommeil, elles peuvent aussi voir si par exemple celles qui portent une orthèse d'avancée mandibulaire là, pour l'apnée du sommeil, pour libérer les voies respiratoires, elles vont voir si c'est bien réglé, parce que il va y avoir moins de micro-réveils. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est fiable à 100%. J'imagine, parce l'idée, que c'est la ça ne tendance vaut évolutive. T'as tout dit. En fait, ça ne vaudra jamais un test du sommeil qu'on peut faire en clinique du sommeil, ou même quand on fait chez nous, mais qu'on est branché de partout, parce que là, tout y passe. Le rythme cardiaque, la respiration, les mouvements des jambes, les mouvements des bras, voilà. Et puis l'électroencéphalogramme, il est très précis. Ce qu'on vient regarder au niveau de la fréquence d'onde cérébrale. Effectivement, au niveau des bagues, au niveau des montres, il n'y a pas cette précision, on va dire, médicale-là. En revanche, on peut quand même déceler des choses. Tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, ça peut donner une idée, ça peut alerter.
moi, en voyant des graphes que certains clients me partageaient, ils disaient « Ah, là, vous allez aller faire un test pour l'avenir du sommeil, parce que là, il y a probablement quelque chose. Ça peut alerter, même sur des choses aussi importantes que ça. » Et puis, surtout, et là, vraiment, tu as donné le mot-clé, ce qui compte, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'on va porter ces accessoires-là pendant 1 mois, par exemple. Ensuite, on met des choses en place pour son sommeil. On fait attention à l'heure des repas, on fait attention aux écrans, on fait attention au sport, on fait attention à tout. Tout ce qui nous paraît important pour nous. Et puis, on remet la bague, par exemple, ou la montre, 3 mois après. Et on regarde ce qui a évolué. Et là, on hallucine. On se dit, mais j'ai 2 fois plus de sommeil profond, plus de sommeil paradoxal, je dors plus, j'ai moins de réveil. OK, donc là, la tendance, elle est ultra positive. Quand je dis l'enlever, la remettre, c'est tout simplement parce que, mais ça, c'est mon point de vue, moi, je considère que rester tout le temps avec des appareils électromagnétiques sur soi, c'est pas optimal. Certaines études tendent à montrer que Des fois, on est trop connecté et il y a un champ électromagnétique le qui peut corps le s'installer. sent, en fait. Il y a des choses différentes. J'ai discuté avec une amie qui est podologue et elle me disait, en fait, je fais poser les appareils. Si les gens, ils ont des montres connectées, s'ils ont un téléphone dans la poche, je leur fais poser. Et en fait, la posture et la stabilité du corps changent. Et des études qui ont été menées aussi sur des sportifs, justement, qui peuvent avoir des appareils sur eux, en termes de concentration, en termes de précision, en termes de... ça joue à quelques petits trucs près, j'ai envie de dire. C'est pas du simple au double. Mais ma conviction, et là, c'est vraiment ma conviction personnelle, c'est que d'avoir tout le temps un truc connecté à soi, c'est pas au top, c'est pas optimal. C'est pour ça que moi, j'en porte plus. J'en parlais justement avec mon conjoint, je disais, j'aimerais bien en reporter, ça fait des années que j'en ai pas reporté, j'aimerais bien en reporter là pendant quelques semaines. Donc, je trouve pas ça du tout bête ou inutile ou dangereux d'en porter pendant quelques semaines, voire quelques mois. D'en porter tout le temps, je le ferai pas. Mais après, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Nous, on a depuis quoi ça, on a depuis 2 ans. Ouais. En fait, ça me sert aussi de rappel à l'ordre. Tu vois, c'est-à-dire que je suis très fort pour me dire oh, ça va, alors qu'en fait, je vois que ça va pas. Et donc, j'aime bien, moi, parce que ça me dit oui, mais toi, tu dis que ça va. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais ton corps, regarde, fatalement, là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les quoi. chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais. Et donc, je pense que. Mais je suis d'accord avec toi, je pense pas que je l'aurai toute ma vie. D'ailleurs, il y en a déjà un des 2 que j'aimerais bien enlever, tu vois. Ouais. Mais pour les gars comme moi qui se disent non, mais en vrai, ça va, je trouve que c'est un super rappel à l'ordre de regarde la stat. Tu sais, pour les gens, moi, par exemple, tu me dis, je sais pas, couche-toi à 23h, c'est le plus optimal pour toi. Puis toutes les semaines, je vais décaler d'un quart d'heure. Puis dans un mois, on va se retrouver loin de ce qui est prévu. Et ça me rappelle vachement à l'ordre, tu vois. C'est ça que j'aime bien aussi. Ouais, mais je comprends. Ça me cadre, en fait. Je comprends. Mais Voilà. moi, mon conjoint, il l'a tout le temps. Jérémy, bien sûr que vous connaissez bien, il a tout le temps sa bague. Donc, je comprends tout à fait l'intérêt. Je sais que pour lui, c'est important. Même des fois, il me dit, je crois que je couvre un truc, là. Je dis, ah bon? Quoi, t'as mal à la gorge ou... Non, ma montre me l'a dit. Ma bague me l'a dit. Ah, ma bague me l'a dit. Quand Je vois tu qu'au tombes niveau du malade, rythme cardiaque et ouais. tout ça, 2-3 jours avant, il me dit... Parce qu'en plus, il est jamais malade. Il exprime vraiment très rarement des symptômes. Mais des fois, il me dit, oh là, je crois que j'ai dû choper un truc. Je couvre quelque chose. Ma bague me l'a dit. Ça me fait sourire. Et c'est vrai que je trouve ça, par curiosité, quand on est curieux pour soi-même, je trouve ça très intéressant. Après, voilà, là, c'est plus moi, comment dire, ma vision personnelle des choses. Mais je trouve que quand on veut... Là, je vous fais un peu une petite confidence sur ma vision de pensée, mais on vit dans une société où on est ultra déconnecté de nous-mêmes, de nos besoins, des besoins de notre corps, de nos ressentis. Le nombre de fois où je discute avec les personnes que j'accompagne, et ils me disent, en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'est ma vague de somnolence, je ne sais pas combien de fois je vais à la salle par jour ou par semaine, je ne sais pas quand est-ce que j'ai faim. En fait, on est vraiment tellement déconnectés que je me dis, si pour la majorité d'entre nous, avec des accessoires de technologie qu'on a aujourd'hui, ça peut nous permettre de mieux nous connaître, de nous reconnecter, mais en fait, je trouve ça absolument génial. Parce que je pense qu'on a besoin de ça. On n'apprend pas aux enfants à se connaître. On ne nous a jamais appris. Et nous, quand est-ce que tu as besoin de faire un break là, pour respirer parce que tu as ton diaphragme qui est complètement bloqué. Tu as stressé d'un truc, on t'a pas appris à respirer. On t'a rien appris sur ton sommeil, on t'a rien appris sur ton assiette. Donc en fait, je pense qu'on a besoin de faire un gros chemin en arrière. Et si ça passe par les nouvelles technologies, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut passer à la fois par
plus de temps pour soi, mais ça peut aussi passer par là. Mais pour moi, ça doit jamais être une fin en soi non plus. Parce que j'ai vu aussi l'effet extrême de ma montre m'a dit que, donc. Ouais. Ah oui. Donc ma montre m'a dit... J'ai mal dormi, donc aujourd'hui, je vais rien faire. Ouais, ma montre m'a dit que j'avais mal dormi. Oui, comment tu te sens ? Bah, moi, ça va. Non, mais 100%. Ouais, ça peut te 100%, bloquer dans ton 100%. truc ou te mettre un truc inconscient de « Oh là là, C'est donc ça. comme j'ai mal dormi, là, je vais pas être productif. » Et donc, du coup, stressé, ruminer. Et puis mettre en place une sorte d'objectif de réussite. Alors qu'en fait, pour le sommeil, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. On est vraiment dans des objectifs de moyens. C'est-à-dire que je mets tous les moyens pour que mon corps il soit dans les meilleures dispositions possibles pour dormir. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui, avec mon intellect, vais activer le on-off. Donc, on est dans cette dynamique-là de faire le mieux possible, et après, justement, de lâcher prise le soir au moment du coucher. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que les gens, ils n'y pensent pas la journée, n'œuvrent pas pour leur sommeil, mais par contre, ils vont se stresser pour leur sommeil à 23h le soir. Or, c'est la dynamique tout inverse qui va être porteuse. Et donc, avec les appareils connectés, parfois, on peut se dire qu'il faut qu'on réussisse quelque chose. Je dois réussir à avoir 2 heures de sommeil profond, X temps en sommeil paradoxal, X heures de sommeil au total. Et là, du coup, on se met une pression monstrueuse sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc, attention de ne pas tourner dans le truc un peu extrême, et puis finalement qu'on devienne esclave de ces outils-là. Non, mais t'as raison. Une fois, ça m'est arrivé quand j'étais en vacances avec mes amis. Évidemment, on dormait très peu. On se couchait vers 3h, on adore le jeu de société. Et du coup, la bague me disait, attention, enfin, en gros, tu dors pas assez. Sauf que moi, si je m'écoutais, je disais, oui, mais là, je suis apaisé, je me sens bien, je suis heureux. Ouais. Et ça vaut toutes les 5h30 de sommeil, tu vois, pendant 3-4 jours. Et j'en avais parlé à Meryl, j'ai dit, effectivement, ça, c'est une première limite de la bague. Ou même, tu vois, où ces objets connectés, alors ça sort un peu du cas de sommeil, mais dès que tu fais trop de sport, ils vont te dire, attention, vous êtes stressé. Et en fait, du coup, quand tu sais pas interpréter ça, parce que beaucoup de gens ont des outils connectés ne savent pas les interpréter, ça, c'est un autre problème encore. Ils disent, ah ouais, en fait, le sport me stresse, donc j'arrête. Et non, mon pote, c'est pas tout le sport qui te stresse, tu vois. C'est juste que voilà. La bague ne sait pas ce que tu mets en place pour récupérer l'alimentation. C'est vrai que tu rentres pas à ton dîner, quoi. Ouais. Ah, j'ai mangé des... Mais du coup, t'as parlé de carence. À quel point, du coup, ça peut impacter aussi le sommeil? Parce que nous, c'est vrai qu'on a la bague, on rentre aussi des tags comme quoi on prend par exemple du magnésium le soir, nos produits sur le sommeil parce qu'on est trop fiers de les prendre et ça marche vraiment et on voit les impacts sur le sommeil. Mais toi, à quel point tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent en fait, qu'une simple carence, quelque chose en fait que malheureusement beaucoup de gens ont, peut impacter le sommeil négativement? Typiquement, la vitamine D. Voilà, commençons par le basique. Surtout que là, on rentre dans l'automne, l'hiver. Ça y est, c'est l'heure. Donc, effectivement, ça va s'imposer de réfléchir à cette fameuse vitamine D. On vit en intérieur. On a à peine ce qu'il faut l'été. Ouais. Parce que même en été, finalement, on passe pas nos journées dehors. Donc on s'expose pas au soleil. Et du coup, on est presque en carence toute l'année. Sauf que la vitamine D, elle a un rôle dans elle interagit dans des centaines de réactions chimiques et des cascades biochimiques dans notre corps. Donc en fait, si on n'en a pas, il y a plein de choses qui ne se mettent pas en place correctement. Pour certaines personnes, ça va se transcrire par le sommeil. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais effectivement, à partir du moment où on vient renflouer le stock en vitamine D, on se rend compte qu'on dort mieux. Mais c'est pas de façon directe, c'est pas ma vitamine D, elle arrive, elle se fixe sur les récepteurs du sommeil. C'est pas un somnifère. Non, mais que ce soit vraiment clair, parce que honnêtement, c'est dans l'inconscient collectif, c'est qu'est-ce que je prends pour que ça me fasse dormir. En fait, c'est une grosse erreur d'oublier le terrain au milieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je prends pour avoir... Donc, le terrain, c'est plutôt une notion naturopathique, mais c'est pour dire un peu mon état de santé, l'état dans lequel mon corps il est, quelles sont ses possibilités à un moment donné. Donc, qu'est-ce que je prends pour être sûr de ne pas avoir de carence, pour que lui, il puisse faire ce qu'il sait faire. Parce que s'il lui manque, c'est un petit peu comme si on voulait construire une maison et qu'en fait, on n'a pas de briques. En fait, les maçons, ils savent faire, il n'y a pas de souci, ils ont le plan en tête, tout va bien, sauf qu'en fait, ils n'ont pas les ressources. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, si on a des carences de certaines choses, eh bien, on peut ne pas avoir les ressources directes. Donc, ça peut être le cas, par exemple, du tryptophane. Si on n'a pas de tryptophane, on va avoir du mal à synthétiser notre mélatonine. Sérotonine, mélatonine, qui est la cascade en chaîne. Donc ça, c'est de façon assez directe. Mais il y a aussi le fonctionnement de nos organes vitaux, de l'ensemble des organes, et puis notamment des glandes qui vont produire nos hormones.
par exemple, pour la thyroïde, donc on a besoin de vitamine D, on a besoin de zinc, de sélénium, on a besoin de fer, on a besoin de vitamine A, on a besoin qu'il y ait plein d'éléments ensemble et en quantité suffisante pour que notre thyroïde elle puisse fonctionner correctement. Pourquoi je parle de thyroïde ? Parce que si elle est en hypofonctionnement, qu'elle n'arrive pas à être aussi, on va dire, vivace qu'elle devrait, fonctionnement optimal, eh bien, il y a des répercussions sur le sommeil. Tout comme si elle fonctionne trop, parce que trop de stress, parce que trop, en fait. Eh bien là, c'est pareil, il va y avoir des répercussions sur le sommeil. Et donc, si nos différentes glandes, les glandes surrénales, la thyroïde, etc., n'ont pas ce dont elles ont besoin, eh bien, elles ne vont pas pouvoir faire ce qu'elles savent faire, ce qu'elles doivent faire. Et donc, le sommeil, il est directement impacté. En hypothyroïdie, on dort beaucoup moins bien. Certaines personnes vont dormir énormément, mais vont être tout le temps fatiguées. Tout le temps. C'est pas top. Et d'autres personnes vont... ça va faire le yo-yo la nuit. Et donc, en fait, elles vont avoir plein de réveils nocturnes, voire même rester longtemps éveillées la nuit. Donc, effectivement, quand on se rend compte qu'il y a des grosses insuffisances ou des grosses carences, ça peut valoir le coup de se dire, bon, est-ce que je ne vais pas vers une supplémentation ? Parce que si je dois passer par l'assiette, qui est effectivement le truc le plus naturel possible, dans l'assiette, on est censé avoir tout. Oui, en temps normal, on est censé avoir tout. Avec l'alimentation appauvrie qu'on a aujourd'hui, j'ai quand même un petit doute. Mais je ne m'avancerai pas sur le sujet, je n'ai pas suffisamment vu d'études ou quoi que ce soit là-dessus. Plus nos besoins de base, je trouve qu'entre le stress... Mais on est très stressé, on a beaucoup de besoins. Ça, et tout à fait. Et puis surtout, quand on part de loin, quand on est carencé, ultra carencé, oui, on peut se dire, bon, pas de souci, j'ai une super assiette. Bon, mais par contre, mes carences, rendez-vous dans 1 an et demi. Ça veut dire que là, pendant 1 an et demi, je vais végéter comme je fais là. C'est violent, hein. Donc effectivement, ça peut valoir le coup. En tout cas, moi, c'est mon point de vue sur les suppléments, sur les compléments alimentaires. C'est le fait de se dire que c'est pas, je fais pas, c'est pas juste fun, c'est pas pour le plaisir, c'est pas une fin en soi. Mais par contre, à un moment donné, quand on en a besoin, ça permet de faire gagner du temps. Et, comme tu le dis très justement, on est quand même dans des sociétés où on a des quotidiens qui sont très stressants, où on est très stressé, où on a des besoins exorbitants, même en antioxydants, tout. L'air est pollué, l'eau est polluée. Enfin, c'est pas pour dépeindre un tableau horrible, mais c'est un constat. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le monde dans lequel on est, et au contraire, on est content d'avoir des aliments, parce que je me rappelle, j'avais une discussion avec mes grands-parents, il m'avait dit, tu sais, nous, l'ananas, on n'en achetait pas au supermarché. Il dit, c'est vrai, nous, on a la chance de tout avoir. C'est quand même un truc de fou. Non, il faut juste faire en fonction de son temps et adapter. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la marque. C'est que même on donne des conseils santé, on fait du coaching, mais on sait qu'aujourd'hui, avec les modes de vie qu'on a, on ne peut pas subvenir à tous nos besoins. Et au bout d'un moment, on ne va pas vivre dans une grotte. Comme on a dit, on n'est pas des gourous. Donc si on veut profiter de la vie moderne sans en subir trop les conséquences, il faut donner un coup de pouce, il faut l'aider. Et en fait, quand tu prends de la bonne qualité, parce que comme tout, il y a des trucs de très mauvaise qualité, comme l'alimentation, tu as du bon, du moins bon. Tu n'auras pas les mêmes nutriments dans du très bon et dans du moins bon. Les compléments, c'est pareil. On voit vraiment des gens... Nous, notre plus grande fierté, c'est de voir des gens qui ont arrêté les somnifères grâce aux compléments alimentaires. C'est fort. Tu passes d'un médicament, et je ne suis pas médecin, je ne dis pas aux gens d'arrêter tout, mais que tu passes quand même d'un médicament sur lequel tu prenais pendant des années, et grâce à des choses naturelles, des plantes, des minéraux, des neurotransmetteurs, tu arrives à te libérer de quelque chose qui n'est pas naturel à la base pour t'aider à dormir. Et ça, c'est vraiment une grande fierté. Et comme le sommeil, c'est un gros point, on est content de dire qu'avec des choses naturelles, on peut aussi aider les gens, quoi. Ouais, complètement. Et puis, du coup, enclencher un cercle vertueux. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde. Je ne sais pas si vous aviez prévu de le faire, mais je le mets sur le tapis là, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est... alors, on n'a pas parlé des émotions, du stress en détail, mais ça pourra en découler. Mais c'est vraiment ce lien social, ce lien à l'autre. Et vous allez voir pourquoi je fais justement le lien avec ça. C'est parce que comment on est aligné dans notre vie, tu vois, pourquoi on se lève le matin, les relations qu'on a avec les autres, ce qui fait qu'on va se sentir bien, d'avoir des gens avec qui on peut rire, avec qui on peut passer du temps de qualité, ça c'est vraiment essentiel. Ça fait baisser le stress, ça génère des neurotransmetteurs justement intéressants pour le sommeil parce que ça passe par le bien-être. Et parfois, on peut manger n'importe quoi, avoir un repas ultra pourri, mais en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On a passé une soirée incroyable, on a joué, on a ri, on est avec des gens qu'on adore. Et bien en fait, notre corps va très bien le supporter.
À l'inverse, si on est tout seul, chez soi, isolé, à manger ses feuilles d'épinards ou de brocoli, ben en fait, notre corps, il ira pas mieux. Donc, c'est vraiment ce lien à l'autre, il est important. Et justement, je reboucle avec notre sujet d'avant, c'est le fait que parfois, on est tellement épuisé. Et on est tellement en carence, tellement en insuffisance de tout, on est tellement arrivé dans un schéma où notre corps ne nous suit plus. Et moi, j'en ai toutes les semaines des personnes que j'accompagne comme ça qui sont en burn-out, en fait, qui sont vraiment en épuisement important. Et pour être passé par là, je sais combien c'est atroce. Quand tu peux même plus te lever du lit, que tu peux plus t'occuper de ton enfant, de ta famille, que tu peux même pas aller faire les courses ou cuisiner, tellement ton corps est à lâcher, ben en fait, le lien aux autres, c'est même pas un projet. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas même pas envisager d'aller faire une soirée. Moi, le nombre de femmes que j'accompagne et qui me disent, mais en fait, arriver le vendredi soir, avec les enfants, le boulot et tout, je refuse tous les... Je ne vais jamais boire un verre, je refuse tous les dîners, je refuse toutes les soirées avec mes amis. En fait, je ne vois plus personne. Je suis trop épuisée pour le faire. Je dis les femmes parce que c'est majoritairement les femmes qui me font ce retour-là, mais ça peut tout à fait être aussi certains hommes qui vont avoir des métiers aussi extrêmement prenants et qui me disent, en fait, je ne vois plus personne. Mes seules relations, ce sont des relations par SMS avec mes anciens amis, mais je ne vois plus personne. Donc là, à un moment donné, quand on sait que le lien social, le lien humain, c'est une nourriture pour nous, c'est une nourriture saine, une bonne nourriture, quelque chose vraiment qui nous anime et qui nous permet d'être bien, de bien dormir, ben, si on peut retrouver de l'énergie, si on peut enclencher ce cercle vertueux grâce à des compléments alimentaires qui vont nous donner la force et aussi l'énergie pour mettre en place des choses, parce que parfois ça part de là, c'est-à-dire qu'en fait on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, on ne peut pas. Impossible de faire évoluer son alimentation, impossible de mettre en place une routine parce que le cerveau, il est KO. Et donc, quand on peut inverser la tendance et que la personne a dit « Ok, j'ai plus d'énergie, je vais pouvoir l'investir pour ma santé, je vais pouvoir faire des meilleurs choix, je vais pouvoir aller faire du sport, je vais pouvoir... » Voilà. Et là, on enclenche un truc. Bah, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux, en fait. Moi, j'ai envie de dire, ça sauve des vies. Parce que si on était resté encore des mois, des années comme ça, bah, peut-être qu'on se serait... il y a des gens qui restent en burn-out des années. Merci d'avoir parlé de ça. En vrai, je trouve que c'est un super sujet. Et tu as dit tout à l'heure aussi, on a des vies très stressantes. Une fois, j'ai eu une discussion avec un mec qui dit, en vrai, c'est plus si stressant le mode de vie parce que au moins, on n'est pas en guerre. Et je trouve que ça, c'est vachement réducteur de se dire, comme je suis pas dans les tranchées, je fais vraiment des raccourcis, ça va. Mais justement, je trouve que c'est ça le piège du stress, c'est de se dire, en apparence, tout va bien. Par des gens qui écoutent ce podcast manquent pas de nourriture, on se chauffe l'hiver et tout. Mais justement, c'est pas parce que... faut faire attention, on a peut-être l'arbre qui cache la forêt, comme tu disais, on n'écoute plus nos besoins, qui ressent la vraie faim. On est dans une course sans fin. On a l'impression que ça prendra fin le jour où on décédera. Et qu'avant, il y a, non mais je verrai plus tard, ouais, mais c'est quand que tu te mets la deadline de stop maintenant. Et donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui passent à côté de, peut-être fort souvenir, mais de leur vie sur ça. Et pour moi, ça, c'est du stress qui peut être très fort. C'est peut-être pas traumatisant comme un événement, comme une guerre, mais il faut pas négliger 5 ans de stress, tu vois. C'est comme si toutes les heures, quelqu'un te faisait une petite tape sur le front comme ça. C'est pas très violent par rapport à un coup de poing, mais si toutes les heures, quelqu'un te fait ça, au bout d'un moment... C'est chiant. Voilà. Donc je trouve que c'était... Tu vois, quand il me dit, ouais, non, on n'est pas si stressé, si, mec. C'est juste que ces gens se rendent pas compte et ils associent le stress à panique totale, on tremble et tout, mais c'est juste que le corps encaisse, mais intérieurement, il est pas bien, quoi. On a différents stress. Par exemple, maintenant, on se nourrit. C'est facile de se nourrir, dans le sens où... tu vas au supermarché. Voilà, il y a l'abondance d'aliments, mais il y a plein d'autres stress, quoi. Donc, Et oui, puis justement, notre corps, historiquement parlant, on parlait des systèmes archaïques un peu plus avant, mais historiquement parlant, on est équipé pour faire face à des stress qui vont être intenses, mais brefs. Ouais. Parce qu'effectivement, dans la nature, quand on rencontre un danger, c'est soit on arrive à combattre le danger, à lutter. Enfin, si on prend l'exemple un peu classique de l'animal sauvage, il y a un gros stress, un animal sauvage, il veut notre peau. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se battre ou on va fuir. Dans les deux cas, ça va pas durer des jours et des mois. Parce qu'en fait, c'est soit il a notre peau et on n'en parle plus, soit on a réussi à fuir et les choses continuent. Donc, notre corps, il est plutôt bien équipé pour faire face à des gros stress intenses et ensuite à redescendre. En fait, il est nettement moins bien équipé pour gérer les stress latents, chroniques que tu évoquais très très bien, cette fuite en avant. Le fait que on soit moins dans ce moment présent, dans le fait de faire, d'avoir un accomplissement quand les choses elles sont faites.
C'est, à part quand on a des métiers très manuels, mais sinon, rien n'est jamais terminé. Ouais. Et donc, en fait, il n'y a pas comment dire, ce sentiment d'accomplissement. Ça peut être, pour certaines personnes, très, très stressant. Tu n'as jamais fini rien. Et puis, effectivement, vu qu'on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite, tout va plus vite. Donc aussi, on va plus loin, plus vite avec les transports, plus vite avec ChatGPT, plus vite dans les relations aux autres parce qu'on a X réseaux sociaux, plus vite pour absolument tout. Mais ça veut dire que nous, on doit vraiment encaisser tout ça et réagir à fond, tout le temps à fond. Moi, j'avais des grands-parents qui vivaient en campagne, qui ont toujours travaillé en campagne. Ils sont plus là aujourd'hui, mais quand j'étais petite, mon grand-père, il m'emmenait sur le tracteur, on allait dans la forêt, il n'y avait pas un bruit, et lui, il coupait son bois. Et quand c'était fini, c'était fini. Et en fait, c'était pas du tout la même notion de stress que là, où tu dois dire, il faut absolument que par exemple, si je prends juste nos métiers, mais ça, c'est le cas dans plein d'autres métiers, mais mince, il y a ma vidéo qui doit sortir. Alors attends, il faut que je fasse le réel. Attends, il faut que je fasse ça. Puis t'as les gens qui t'écrivent, puis t'as les gens qui te harcèlent, puis t'as les gens qui demandent des conseils, et puis tu dois faire ci, puis tu dois faire ça, puis t'as les enfants, puis t'as l'école, puis t'as tout le monde t'écrit plein de mails. À chaque fois que tu ouvres ta boîte mail, tu sais que tu vas avoir des dizaines de sollicitations diverses et variées. Quand tu prends ta voiture, tu es dans les bouchons, on en parlait tout à l'heure, tu mets un temps infini pour faire 300 mètres, tu as tout le temps du bruit, tu as la pollution sonore, c'est vraiment important, la pollution lumineuse aussi. Donc en fait, ton corps, il est sans cesse soumis à des stimuli importants, pas énormes, mais présents, mais surtout importants dans la durée. Franchement, on n'imagine pas parce que on est là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le cadre de référence. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est notre cadre de référence qui est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que notre corps, il ne doit pas carburer comme un malade à l'intérieur pour réussir à suivre ce qu'on lui impose. Et quand on en sort, et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont, par exemple, tomber malades pendant leurs vacances. Ouais. Elles tiennent pendant des semaines, des mois. Elles prennent une semaine de vacances. Le corps, il relâche, mais parce qu'en fait, il s'autorise ce qu'il n'a pas pu s'autoriser tellement il était sous tension. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte quand, par exemple, on part une semaine à la campagne, qu'on n'entend que le chant des oiseaux, qu'on n'a pas grand-chose à faire. On est là, on se dit « Ah, mais... c'est comme ça la vie. Ah, mais c'est ça la vie. En vrai, ça existe, ça. » Et quand on revient, il y a toujours un temps d'adaptation aussi. « Waouh, je suis crevée. » Ouais, c'est dur. Ça difficile. Ouais. Exactement. Mais moi, je pense que c'est pas non plus mal. C'est pas une notion de c'est bien ou c'est mal. C'est juste que c'est comme ça, mais donc il faut s'y adapter et il faut en avoir conscience pour aussi pouvoir s'accorder. Alors là, je parlais d'une semaine à la campagne, mais ça peut être des breaks en journée. Le nombre de problèmes de sommeil qui vont se résoudre à partir du moment où on fait des breaks en journée. Donc ça peut être un temps de sieste, ça peut être... Je voulais qu'on en parle, super. Ça peut être une marche dans un parc, dans la nature. Ça peut être... je me pose 5 minutes avant chaque réunion et je fais un temps de respiration. Et j'apporte de la ressource à mon corps. Je lui fais cette contrepartie où lui, il dépense beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, et je lui apporte des points de ressources, avec un temps calme, avec de la respiration, avec des outils de gestion du stress. Et ça, c'est super précieux. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin de partir sur une île déserte, mais le fait d'avoir cette notion de plus je donne, plus il faut que je m'apporte, ça change tout. Ça change vraiment tout. On va trouver le vrai équilibre, quoi. Ouais. Trop bien que tu parles des siestes parce que... Moi, je suis moitié français, moitié italien et je viens de Sicile. Et là-bas, la sieste, c'est la deuxième religion, après le christianisme. C'est-à-dire que là-bas, si un jour tu y vas, les magasins sont fermés de 14 à 16 heures. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ton shopping. C'est fermé. Ils font la sieste. Et moi, je trouve que c'est très bien de faire la sieste, mais c'est vrai que ça a quand même cette connotation, je vais utiliser des termes un peu vulgaires, mais de gros loupards, quoi, presque de branleurs, quoi, pour utiliser les termes que j'ai déjà entendus. Alors que moi, je trouve que la sieste, c'est une super façon de se dire, ok, cut. Comme tu disais, ça t'oblige à faire une vraie pause. Et en plus, si on le voit que d'un point de vue de la productivité, ça permet même de repartir. C'est comme ça, je trouve qu'on n'est pas fatigué à 19h, c'est en faisant un break. Et je trouve que c'est trop bien quand des gens prennent dans leur journée une plage horaire. Ils se disent, bon, ben là, je sais pas, je vais me prendre de midi à 14, je bosse pas. Entre le déjeuner, la petite marche et la petite sieste. En fait, même les gens qui disent, ouais, moi je manque de temps, je trouve que c'est un temps qui est rentable. Parce que derrière, tu vas pouvoir bosser mieux, et surtout mieux, plus que plus longtemps, mieux. Ouais. Et surtout que, pour moi, le sommeil est vraiment biphasique. Une grande phase la nuit, une petite phase la sieste.
c'est un besoin inné. Et beaucoup de gens disent non, mais moi, si je m'endors l'après-midi, c'est que j'ai mangé trop de glucides. J'ai envie de dire, pas que, en fait. Tu as aussi des besoins. C'est vrai que c'est pas toujours bien vu, mais c'est en train de se démocratiser la sieste. Mais je trouve que, tu vois, ça, c'est un truc que les Méditerranéens, ils ont bien compris. Mais au Japon aussi, il y a certains pays aussi où c'est Japon aussi, beaucoup c'est plus vrai. accepté. Aux États-Unis, c'est pareil, ça se démocratise pas mal, puisque dans les grosses structures, il y a des salles de sieste. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un pas en avant. Dans certaines sociétés, comme tu le dis, c'est un peu naturel. Les gens se posent pas la question. Dans d'autres, il faut presque apprendre ça. Mais ça fait son chemin. Et je te rejoins complètement. Parce que il y a le côté vraiment empirique où on constate que quand on se repose, on fait un reset pour la suite, donc on se sent mieux. Mais il y a aussi le côté vraiment purement scientifique, parce que la sieste, elle a beaucoup été explorée, que ce soit des micro-siestes, des siestes un tout petit peu plus longues, etc. Il y a un bouquin qui s'appelle « Sauvé par la sieste », qui est extra sur le sujet, qui reprend justement des études scientifiques qui montrent à quel point il y a un nettoyage cérébral qui se fait, une baisse du taux de cortisol, qui permet justement d'aller beaucoup mieux l'après-midi et de mieux dormir le soir. C'est là pour le coup, c'est vraiment, j'ai envie de tordre cette idée reçue. Le tordre le cou à cette idée reçue, c'est que quand on fait la sieste, on ruine son sommeil le soir. Oui, si vous faites 2 heures de sieste de 18h à 20h, il y a de fortes chances que ce soit difficile de s'endormir le soir. Mais c'est comme tout, c'est ni bien ni mal la sieste, ça dépend comment on s'en sert, c'est un outil. Donc si on fait une sieste à 13h30 et qu'on dort 20 minutes, ou qu'on se repose 20 minutes, parce que ça c'est un point aussi qui est essentiel, beaucoup de personnes me disent « mais non, mais moi je n'arrive pas à faire la sieste, c'est pas fait pour moi ». Mais en fait, qui t'oblige à dormir ? Repose-toi, allonge-toi. Ouais, juste ferme les yeux. On fait un break, exactement. On ferme les yeux, on se met un petit NSDR, une petite méditation, une petite musique ou rien. Et puis, on laisse ce qui doit se faire. Parfois, on somnole, parfois, on s'endort 2 minutes, parfois pas. Le corps, il va prendre ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Et puis, après, on repart, en fait. Et donc, effectivement, ce temps-là, il va permettre d'être beaucoup moins stressé, d'être beaucoup moins sur les nerfs et de mieux s'endormir le soir. Et quand je fais essayer la sieste à certaines personnes qui vraiment en ont besoin, elles me disent « mais je m'endors mieux, je n'aurais jamais cru ». Bah oui, parce qu'en fait, on est beaucoup moins sur les nerfs. Donc le fait est, c'est qu'en fin de journée, on est mieux, on n'arrive pas le soir comme une cocotte minute, là, en train de déborder. Et puis, on va pouvoir vraiment profiter de sa soirée bien, de s'endormir correctement et tout le sommeil, il gagne. Donc effectivement, la sieste pas trop tardive, pas trop longue en fonction de la nuit qu'on a passée avant. C'est vrai que si on a dormi 3 heures, c'est pas gênant de faire un cycle à la sieste, de faire 1h30. Mais si on a des nuits correctes, ça sert à rien de viser 1h30 parce que là, pour le coup, ce serait presque trop. Donc on peut viser un quart d'heure, 20 minutes... peut-être une demi-heure. L'idée, c'est de ne pas aller non plus trop dans le sommeil profond lorsqu'on veut avoir un réveil facile. Sinon, il y a une inertie du sommeil. Si on dort un truc un peu bâtard, 45 minutes par exemple, pour la majeure partie des gens... C'est la pire durée pour les gens. Là, c'est cata. Donc, il faut trouver l'horaire qui convient pour chacun. Et puis, donc tester. Et puis, on va se rendre compte que moi, 10 minutes, moi, je sais que quand je fais la sieste, je ne fais pas la sieste tous les jours. J'en ressens clairement pas le besoin. Mais mon conjoint l'a fait tous les jours. S'il n'a pas sa sieste, c'est cata, alors qu'il dort très bien la nuit. Mais c'est vraiment c'est un besoin. C'est inscrit dans son agenda. Quoi. Je vraiment, rigole la parce sieste, que je le connais, pas parce que je me moque de lui. Ah non, mais il en parle souvent. Mais c'est vrai que c'est noté dans son agenda. Et quand il ne peut pas faire la sieste, qu'il y a quelque chose qui vient se greffer, comme ça, un aléa, c'est catastrophe. C'est cata. Mais alors qu'il dort un quart d'heure, c'est pas grand-chose. Mais... Bref, moi, j'ai pas ce besoin-là. Mais par contre, si la nuit, elle a été courte, pour X ou Y raison, les enfants m'ont réveillée, machin, je fais la sieste. Je sais que je mets 25 minutes. Je mets 25 minutes parce que je sais que je vais somnoler pendant une dizaine de minutes. Je vais dormir 10 et après, j'ai le temps d'émerger. Mais c'est parce que j'ai expérimenté plein de trucs. Donc aujourd'hui, je sais que c'est ça. C'est un peu pareil aussi. Moi, j'aime bien les siestes de 20... grand max 30 minutes, mais parce que je sais peut-être qu'il y a un petit temps où je m'endors, mais 20-25, c'est vrai que ça requinque. Juste tu te reposes, tu fais une pause sur tout ce que tu fais, et après tu te sens mieux, t'es plus libre d'esprit, je trouve, dès que tu te réveilles. Et après c'est plus simple, et comme tu dis, t'abordes pas la soirée de la même façon, parce que d'un point de vue très productif aussi, parce que on est dans une société quand même où on demande d'être productif, déjà tu fais plus de choses, donc tu fais plus en qualité qu'en quantité. Et donc, du coup, t'es pas le soir en mode « j'ai pas fait ça, oh là, j'ai pas eu le temps, nanana ». Donc, t'es pas stressé de te dire « j'ai pas fait ça ». Et donc, si tu stresses, le soir, tu dors pas, ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que ça va vraiment juste 20 minutes, 20-25 minutes. C'est fou à quel point ça te requinque. Et finalement, ça prend pas tant de temps que ça.
Les gens qui disent que c'est une perte du temps, c'est comme ceux qui disent que le sommeil, c'est une perte de temps. Non, justement, ça t'en fait gagner tellement, et puis c'est tellement important pour toi qu'il faut pas le voir comme une perte de temps. Et puis, il y a des personnes qui peuvent pas forcément la faire parce qu'ils sont pas chez eux. Mais des fois, dans une voiture, même juste si vous êtes en voiture, je sais pas, au boulot, vous avez votre voiture, vous vous allongez. Après, je sais que c'est pas évident pour tout le monde dans les bureaux, mais moi, je me souviens quand j'étais encore en alternance, je me mettais en bureau, je mettais ma tête dans mes bras et au moins 10 minutes, je me repose ou dans mon siège et ça fait du bien, quoi. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et je me souviens d'une personne que j'accompagnais, une dame qui n'avait pas la possibilité de s'isoler. Elle n'avait pas de bureau à elle. Et je lui avais dit, mais vous venez en voiture, vous êtes garé sur un parking. Est-ce que le parking, il est accessible? Ah bah oui, carrément. Et en fait, à chaque fois, elle faisait sa sieste dans sa voiture. Elle marchait 5 minutes pour aller à sa voiture. En plus, du coup, ça lui faisait du bien de marcher plutôt que d'être assise toute la journée. Même si c'est 5 minutes, ça fait toujours du bien. Ouais. Et en fait, elle faisait pendant 10-15 minutes un temps calme dans sa voiture. Elle était trop contente. Elle avait trouvé ça génial comme idée, alors que c'est pas non plus le truc le plus ni difficile, ni extraordinaire du monde. Mais en fait, ça lui avait complètement changé la physionomie de sa journée. Bah ouais. Et puis, c'est pas non plus... quand on décide de faire quelque chose pour soi, pour se faire du bien. Bah oui. Du coup, je vais le faire tous les jours. On peut très bien se dire, en semaine, je peux pas, je bosse, j'ai pas de bureau, ok. Mais le samedi, dimanche, je prends soin de moi. Donc, c'est pas parce qu'on le fait pas en semaine qu'on va pas le faire le week-end. Ouais, c'est vrai. J'accompagne beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Que les choses, elles sont pas... c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas soit on le fait jamais, soit il faut le faire tout le temps. Vous savez, ce côté un peu... peut-être que vous avez ça aussi dans les personnes que vous accompagnez. Ce côté un peu perfectionniste, contre-productif, qui fait que si je peux pas le faire tout le temps, en fait, ça sert à rien, donc je le fais pas. Mais c'est trop dommage, en fait, parce que chaque petit apport que vous faites dans votre journée, ça va être déterminant à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Et en plus, tu l'as bien dit, la sieste, il faut s'entraîner. Quand tu dis, moi, je sais que j'ai besoin de 10 minutes pour m'endormir, 10 minutes de sommeil, 5 minutes. Et il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je fais une sieste, je me réveille, je suis vaseux. Mais c'est parce que tu manques d'entraînement. Tout comme ta première séance de sport, quand tu l'as fait, normalement, t'es pas bien, quoi, à la fin de ta première séance de sport. Enfin, tu te dis, oulala, j'ai des courbatures partout et tout. Ah oui, tiens, je vais te mettre un peu d'eau. Donc, je pense que la sieste, ouais, il faut s'entraîner comme un exercice sportif, quoi. Je te remercie. Et Je t'en prie. t'avais parlé, peut-être que ça va te faire le lien. T'as des enfants. Je sais qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ont des enfants. Est-ce que tu conseilles aussi aux parents qui ont des enfants de faire souvent des siestes quand ils sont pas là, d'essayer pour attraper le sommeil qu'ils pourraient pas avoir, ou comment tu peux implémenter toutes les routines de sommeil dont on a parlé quand tu as des enfants? Parce que tu as l'expérience et je pense que ça peut vraiment aider les gens. Alors, le message que j'ai envie de donner aux parents, s'ils ont des enfants en bas âge, donc si vous nous écoutez, que vous avez des enfants en bas âge, dormez quand ils dorment. C'est salutaire. Parce que quel est le premier réflexe? Bébé dort. J'ai du temps pour Fais moi. la sieste. Mais même pas. Ah ouais? C'est je vais faire la lessive, la vaisselle, le ménage, je vais aller faire les courses, si quelqu'un est là pour regarder bébé, mais sinon je vais aller commander des trucs sur Internet, je vais m'occuper de tout. Parce que quand on a un enfant en bas âge, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. Sauf s'il est gardé, qu'il n'est pas là. Mais s'il n'y a pas de crèche, s'il n'y a pas de nounou, s'il est tout petit, ou même quand il est plus grand, parce que les enfants, jusqu'à 4-5 ans, ils peuvent faire la sieste l'après-midi. Et puis on peut les avoir le mercredi à la maison, puis les week-ends, etc. Et c'est vrai qu'avec des enfants, on a peu de temps pour soi. Et la maison est tout le temps sans dessus-dessous. Donc en fait, on a tendance à tout le temps être en train de ranger, de faire, etc. Et on s'oublie complètement. Moi, franchement, les jeunes parents que j'accompagne, ils s'oublient complètement. Donc, remettre son repos au milieu, au centre des préoccupations, c'est essentiel. Parce que du coup, après, on est plus disposé, on vit tout mieux. Et puis, finalement, on se rend compte, c'est pas grave si la maison, elle n'est pas brillante du sol au plafond, comme ça pouvait l'être avant. C'est pas grave si, ça, finalement, ce sera pour plus tard. Je verrai ça ce week-end. Parfois, bien sûr qu'il y a des choses qui doivent se faire. On ne va pas faire les courses une fois par an, une fois par trimestre. Il faut bien que ça se fasse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas avoir les mêmes exigences qu'avant d'avoir des enfants. Donc, il faut avoir une certaine, j'ai envie de dire, souplesse mentale qui permet de se dire, ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas comme avant, mais j'en ai besoin pour tenir. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on essaye de rendre les choses très parfaites. Et au bout d'un moment, on craque. Et là, c'est beaucoup plus qu'une heure de sieste l'après-midi qu'il nous faut. Ça va vraiment être, peut-être carrément, on va être sous antidépresseurs parce qu'on sera en dépression postpartum, parce qu'on est épuisé. Alors là, je parle beaucoup quand les enfants sont petits.
Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas partir avec les mêmes postulats de départ. Vous voyez ce que je veux dire ? De ne pas avoir les mêmes exigences vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre maison, vis-à-vis de tout, parce que les choses, elles sont plus pareilles. Et donc, il faut s'adapter. Et effectivement, se reposer quand bébé se repose, pas se coucher trop tard, parce que lui, à 6h, à 6h30, il va être réveillé. Donc, pouvoir prendre plus de temps de repos en début de nuit. Et puis, bien se renseigner sur le sommeil des enfants. Le sommeil des enfants, c'est... En soi, c'est soit on n'y connaît rien du tout, et donc là, il faut se former, soit on est très à l'aise, et tant mieux. Mais si on n'y connaît rien, il faut vraiment aller chercher les infos. Parce que la santé physique, émotionnelle et mentale du parent en dépend. C'est-à-dire que si on sait quoi faire pour le sommeil de bébé, on va pouvoir avoir du temps pour soi, pour sa propre routine du sommeil, pour ses propres activités sportives, pour ce qui est important pour nous. Et quand on n'y connaît rien, c'est super anarchique. Parce que bébé, il pleure pour tout. Il pleure parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il faut le changer, il pleure parce qu'il a eu peur, il pleure parce qu'il veut un câlin, mais il pleure aussi parce qu'il est fatigué. Il pleure beaucoup. C'est vrai. C'est son moyen de communication. C'est son seul moyen de communication, on est bien d'accord. Et donc, en fait, on peut tout interpréter de travers. Ah mince, là, je le couche, il pleure, mais c'est peut-être qu'il n'est pas fatigué, c'est peut-être qu'il a faim. Donc, je le remets au sein ou je vais le changer, je lui donne un bain, mais en fait, il pleure encore. Et puis, finalement, je le laisse dans le lit, mais il pleure quand même, donc je n'arrive pas à le coucher. En fait, parfois, lui, il va pleurer justement parce qu'il a besoin de pleurer pour s'endormir. Alors, c'est pas pour créer des polémiques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent autour du sommeil de l'enfant, mais c'est un petit peu comme... vous voyez, vous rentrez du boulot, vous avez une journée pas facile, et vous êtes là en mode... vous râlez, quoi. Ça m'a saoulé, ça c'était chiant, ça m'a machin, et vous êtes grossier, vous êtes pas bien. Ça dure 10 minutes, et puis après... c'est bon, allez, la soirée, elle peut démarrer. Ça y est, j'ai évacué. Et en fait, pour les petits, parfois, c'est ça. Ils ont besoin de pleurer pendant 3 minutes, ils vont s'énerver, ils relâchent de leur journée, et après, ils dorment. Et donc, c'est juste un élément. Mais par exemple, si on n'a pas ça, ce que moi, j'avais pas au début avec mon premier petit garçon, en fait, à chaque fois que je le posais, il pleurait. Je me disais, mince, il a quelque chose, il a besoin de moi. Et en fait, il dormait jamais. Parce que du coup, tu étais tout le temps derrière pour essayer de en fait, je coupais. Ouais. Je coupais sa phase d'endormissement. Et puis, quand il se réveillait la nuit, j'allais le voir. Alors qu'il ne faut pas. En fait, non, il faut qu'il apprenne à se rendormir en autonomie. C'est un cadeau qu'on lui fait. Si lui, il Ah, arrive à avoir un endormissement et un rendormissement autonome, ça veut dire qu'il peut s'endormir quand il veut, comme il veut. Si il est dépendant à moi, ça veut dire que quand je ne suis pas là, il fait quoi ? En fait, il fait que pleurer, il n'arrive plus à dormir. Donc, en fait, ça va être dur. Il y a des choses, il y a juste des choses à comprendre, à savoir. Après, bien sûr, ça dépend de chaque foyer, ça dépend. Certaines personnes vont vouloir faire du cododo. Il y a des choses à connaître aussi sur le cododo, ne serait-ce que pour la sécurité de l'enfant. Dans certaines fratries, les enfants dorment ensemble, d'autres pas. Donc, en fait, bien sûr que ça s'adapte. Mais pour parler sur ça de façon globale, et encore, je ne suis pas spécialisée du sommeil des tout-petits, c'est un métier à part entière. Plus mais les routines dans l'idée, c'était vraiment pour se dire, si vous n'y connaissez rien, vraiment, informez-vous, formez-vous. Il y a des personnes qui font du travail incroyable. Moi, j'aime beaucoup parler de mon amie Caroline Ferriol, qui a créé Fedodo, parce qu'elle fait du travail incroyable avec les consultantes qu'elle a formées. Et puis en tant que parent, ne pas s'oublier, se respecter, s'accorder du temps de repos. Les nuits seront nécessairement plus courtes à un moment donné, ne serait-ce que quand le petit est malade, ne serait-ce que quand il fait ses dents, quand machin. Donc, c'est OK, mais toujours avoir ce plan B de se dire, quand est-ce que je prends du temps pour moi ? Quand est-ce que je peux me reposer ? Quand est-ce que je peux avoir un break ? Et ça permet de passer très correctement les premiers mois, années de l'enfant, quoi. Ouais, et ce que tu dis, en plus, ça me donne envie de rajouter quelque chose sur le côté, plus on prend soin de nous longtemps, mieux j'imagine qu'on encaissera aussi ça le jour J. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que tu dors 5 heures, et là, tu as un enfant qui arrive et qui te coupe les nuits, mais si ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, tu prends soin de toi, tu manges bien, tu fais du sport, tu fais attention à ton stress, j'imagine que tu encaisses ça beaucoup mieux. T'encaisses mieux, complètement. Peut-être que tu vas confirmer ou pas, mais si tu te sens bien toi, le bébé aussi le sent, dans même ta façon de te comporter avec lui, peut-être que tu seras moins stressé, donc il sentira moins de stress, il sera plus apaisé aussi. Donc j'ai l'impression que
tout s'enchaîne. Je sais pas si c'est ça, Ouais, mais complètement. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un cercle vertueux. Ouais, complètement. C'est vraiment quelque chose qui s'auto-alimente, qui est super positif. Et puis, le fait de prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Vraiment, énormément C'est dingue, hein. de personnes qui ont l'impression d'être égoïstes si elles prennent du temps pour elles. Alors qu'en fait, c'est la plus grande marque d'altruisme. Parce qu'à partir du moment où on prend soin de soi, mais on va pouvoir donner au monde. Ouais. On ne peut pas Je donner suis d'accord. de ce qu'on n'a pas. Mm. Donc si on est épuisé, qu'on n'a pas d'énergie, qu'on n'a pas de joie de vivre, qu'on est stressé, en fait, on devient stressant, on est mal. Et du coup, les gens, on ne peut pas leur donner ce qu'on veut partager, ce qu'on veut rayonner au monde. Donc effectivement, prendre soin de soi, savoir dire non. Oh, ça, c'est vraiment un élément, mais ultra important. Il faut absolument apprendre à dire non. Parce que quand on dit oui, on s'oublie complètement. On va se mettre beaucoup de pression pour plein de choses qui ne nous conviennent pas. Et puis, on va pas savoir dire non pour tout ce qui nous coûterait trop d'énergie. Mm. Et donc, en fait, c'est à cascade. Puis après, on se met dans une personnalité dans laquelle on ne peut plus sortir. On est la personne qui dit toujours oui, qui est toujours là, sur laquelle on peut compter, qui fait toujours tout bien. Et puis, à un moment donné, quand on peut plus faire ça, on n'arrive même plus à sortir de ce rôle pour vraiment s'écouter. Donc, ça reboucle aussi sur des choses qu'on a dites, à savoir de vraiment s'écouter et de s'autoriser, d'avoir suffisamment confiance en soi pour dire non. Non, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Et par contre, quand moi, j'irai bien, oui. Ouais. Mais ça va dans ce sens et Carrément. pas dans l'autre. C'est un beau message. En vrai, je pense que ça va peut-être résonner pour chez plusieurs personnes. On a un petit jeu. Ouais. Est-ce que tu connais le jeu du oui-non? J'imagine que je dois répondre oui ou non. Exactement. Et après, tu pourras, une fois que le jeu sera fini, il y a une dizaine de questions, revenir sur une ou deux questions. Si Ok. tu le souhaites. C'est le Allez. jeu. C'est parti. Je t'en prie. Boire un verre de vin aide vraiment à dormir. Je vais dire non. Se réveiller toutes les nuits à 3h du matin, c'est normal. Non. La caféine, c'est pire que les écrans pour le sommeil. T'as le droit à un joker. Je vais dire ça dépend à quelle heure. Non, mais ça dépend à quelle heure. Il faut forcément dormir 8 heures pour être en forme. Non. Le magnésium peut vraiment t'aider à dormir. Oui. C'est grave de rester éveillé jusqu'à 2h du matin si on dort 8 heures quand même. Je dirais pas grave. Okay. Un peu handicapant, mais pas grave. Ok. On peut mourir d'insomnie. On meurt des conséquences de l'insomnie. Je pourrais revenir dessus. Est-ce que faire du sport le soir empêche de dormir? Ah oui. Les réveils nocturnes sont plus liés au stress qu'au sommeil lui-même. Plus à l'alimentation, donc non. Est-ce qu'on dort mieux seul ou en dormant à deux? Ça dépend. Ça dépend. Certaines personnes ont un besoin de sécurité tel que ce sera à deux. Elle est mais dure, ce jeu, hein, c'est oui ou non? J'aurais envie de dire oui, on dort mieux seul. De façon générale, on est moins gêné. Faire la grasse matinée le week-end permet de rattraper les manques de sommeil. Non. Est-ce que l'anxiété est la première cause d'insomnie en France? Le stress. Oui. Ok. Franchement, bien. Hein. Attends. Il faut revenir sur des dormir seul, je sais que c'est un grand débat. Moi, je pense que j'adore dormir à deux. Mais c'est vrai que j'avoue que quand je dors seul, j'ai pas moitié de Meryl sur moi, tu vois, parce qu'elle dort sur moi. Allez. Mais est-ce que du coup, il y a vraiment un truc de ok, je fais une concession quand je suis en couple, je dors moins bien, ou il y a des gens en fait qui n'ont pas de différence de sommeil en dormant à deux? Oui, il y en a qui n'ont pas de différence de sommeil en dormant à deux. De façon globale, si on a un sommeil qui est un peu fragilisé, dormir seul, c'est beaucoup mieux. Parce que quand le sommeil il est léger, la personne, il suffit qu'elle ronfle un coup, qu'elle me dise un mot dans son sommeil, qu'elle bouge ou qu'elle tire la couette, ça va nous réveiller. Donc forcément, ça aggrave les troubles du sommeil. En revanche, si les deux personnes dorment très bien, que le lit est suffisamment grand, que le matelas est suffisamment bon, on n'a pas parlé de ces détails de literie, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, de plus important, mais c'est évident qu'à deux, ça joue. Parce que si on a un matelas qui est creux au milieu, on se tombe dessus, on dort moins bien. Donc ce sont des choses à prendre en compte pour être sûr de bien dormir à deux. Et s'il y en a un des deux qui ronfle beaucoup, qui bouge beaucoup, on peut aussi se dire de temps en temps, non, je favorise mon sommeil et je vais dormir sur le canapé ou dans la chambre d'amis. En revanche, il y a certaines personnes qui adorent dormir à deux parce qu'effectivement, c'est ce côté
de lien qu'on évoquait tout à l'heure, et puis aussi ce côté de sécurité. Parce que quand on est à deux, on n'est pas tout seul dans la chambre, on est à deux pour s'endormir, on est à deux pour prendre soin, on prend soin de l'autre aussi. Et donc, il peut y avoir cet enjeu-là. Mais beaucoup de personnes ne vont pas avoir cet enjeu-là et vont être très pénalisées de dormir à deux. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou parce que beaucoup de personnes se forcent à dormir à deux, alors qu'en fait, elles auraient tous les avantages à dormir en solo. Mais comme c'est pas la conception qu'on a du couple aujourd'hui, eh bien, elles ne s'y autorisent pas. Et moi, j'ai tendance à dire, mais fuck la conception du couple, en fait. Parce que vous pouvez, c'est très important la conception du couple, mais si vous mourrez à 60 ans parce qu'en fait, vous avez été insomniaque pendant 30 ans, quel est l'intérêt d'avoir dormi ensemble? Peut-être qu'il vaut mieux avoir des temps de qualité ensemble en soirée, en journée, peut-être plutôt qu'être chacun sur son téléphone, par exemple. Ouais. Au hasard. Hein. Ouais. Au hasard. Et puis, ne pas nécessairement tout le temps dormir ensemble. Je dis pas ne jamais dormir ensemble, mais on peut très bien se dire, voilà, une nuit sur deux, je dors tout seul parce que je dors beaucoup mieux, parce que je suis reposée, parce que je prends soin de moi. Puis c'est pas grave, en fait. Ouais. C'est juste une conception mentale qu'on a de s'endormir en couple. Mais on peut même aller voir dans d'autres parties du monde où, là, pour le coup, ils peuvent dormir en famille. En fait, là, Ah ouais? le fait... Genre à 4 dans un lit, quoi. Pas dans le même lit, mais dans une même pièce. Ok. En fait, dans une... Je suis dans la chocolaterie, tu sais. Ça Quand t'as pouvait. les quatre Non, mais grands-parents. peut-être que ça peut. Je suis pas allée creuser jusque-là. Mais en tout cas, de dormir dans une pièce commune, oui, ouais. ça complètement. Puis même il y a 200 ans en arrière, les familles dormaient ensemble, ne serait-ce que pour se tenir chaud, parce que voilà, il n'y avait pas des chambres individuelles. Mais tout ça pour dire, c'est que ça, c'est contextuel, donc ça dépend des cultures, ça dépend de la période dans le temps, chronologique. Quoi, c'est pas une loi de la nature de dormir en couple. Donc, Oui, bien sûr. voilà, soit on aime, soit on peut pas, et puis c'est pas grave. Ok. Et tu avais parlé aussi, je voulais revenir sur on peut mourir d'insomnie. Oui. Oui. Ça, c'est les vas-y. En je fait, laisse. on meurt plutôt de ce que les études ont montré, parce que bien évidemment que personne ne s'est amusé à faire mourir volontairement des gens dans le cadre d'une étude. Et d'ailleurs, les études sur le sommeil aujourd'hui, elles sont pas si évidentes à réaliser parce qu'on va pas. C'est très difficile d'aller trop loin dans la privation de sommeil. C'est très réglementé, et heureusement. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en fait, les personnes qui vont par exemple, il y a l'insomnie fatale familiale, qui est une maladie génétique qui fait que le cerveau, il est attaqué en fait au niveau de certaines zones, et donc les gens ne dorment plus du tout. Et donc en fait, ils meurent au bout de quelques mois. C'est rare, hein, c'est très très rare. Je ne veux pas faire peur à les personnes qui nous occupent, mais c'est extrêmement rare. Mais donc les gens vont mourir au bout de plusieurs mois, 9 mois, 10 mois. Mais en fait, ils vont mourir d'un arrêt cardiaque. Ils vont mourir des organes qui lâchent. Ouais. Donc c'est des conséquences de l'insomnie. C'est des conséquences du manque de sommeil. En fait, le sommeil, il est... je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion d'entropie, et je ne vais pas aller du tout très loin en termes de physique, ce qui n'est pas de mon domaine non plus, mais vous voyez cette notion d'entropie où en fait tout se disperse. Et dans l'univers, tout se disperse. Et en fait, nous, on est des machines de négantropie, où en fait on essaye de contenir cette énergie, d'en faire quelque chose. Et le sommeil, il permet... Ça, c'est le meilleur outil de négantropie qu'on a. Donc, en fait, il contient. Quand il n'y a plus de sommeil, c'est comme si tout partait en live, en fait. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil, il est utile pour la mémoire, il est utile pour le système cardiaque, il est utile pour le système immunitaire, il est utile pour la récupération musculaire, en fait, pour tout. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, il permet de contenir et que notre corps ne se dissipe pas vers notre mort, en fait, pour le dire simplement. Et donc, effectivement, quand il n'y a plus de sommeil, tout part en cacahuète et on va mourir du premier organe qui lâche, en fait. Ouais. C'est plus ses conséquences. Ben, franchement, Aurélie, c'était un bel épisode. Hein. Ouais. Eh bien, merci pour toutes vos questions qui étaient ultra pertinentes. Il y a tellement d'autres petits quiz à dire, à la fin qui permet de... qui demande d'être tranché. Non, mais c'était super parce qu'effectivement, on a pu aller sur énormément de sujets, là. Non, mais très intéressant. Si tu avais un mot de la fin, ce serait quoi? Alors, en mot de la fin, j'ai envie de dire, n'attendez pas que votre sommeil soit catastrophique pour prendre soin de lui. Parce que ce sera déjà plus long, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est plus long après pour revenir à quelque chose de vraiment favorable. Et puis parce que le sommeil, c'est votre meilleur allié. C'est vraiment lui qui va vous permettre d'exceller dans tout, d'être la meilleure version de vous-même. Que ce soit dans le sport, au niveau professionnel, mais la meilleure version de vous-même aussi dans la relation à l'autre.
êtes plus patient, vous rayonnez quand vous avez dormi. Donc C'est on vrai. prend soin de son sommeil, on prend soin de ses nuits pour justement rayonner en journée. Magnifique. Et merci beaucoup Aurélie, de toute façon on mettra tous tes liens en description. Ouais. Merci d'être venu, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pensez à vous abonner, C'est c'est important. quand même important de s'abonner. On se retrouve dimanche prochain à 18h et en description, on leur met toujours un e-book qui récapitule tout ce qu'on s'est dit. Mm. Comme ça, les informations ne sont pas perdues. Parce que des fois on écoute les podcasts mais on les retient pas. Ouais, c'est vrai. Donc là on vous met tout à l'écrit, vous pouvez le télécharger en description. T'as quelque chose d'autre à ajouter? Bah non, puis voilà, complément sommeil. Je pense qu'on a une gamme sommeil. On mettra les liens en description aussi si vous avez besoin de justement aller encore plus loin dans le sommeil. Et puis je pense que c'est bien. Pensez à liker, à commenter. Commentez, dites-nous en commentaire si vous Si avez vous des voulez questions. revoir Aurélie. Si vous voulez revoir Aurélie, si vous avez des questions. Sachant que c'est bientôt le 100e épisode, je me permets de le dire. Ouais. Et qu'on voulait sûrement faire une grosse FAQ. Donc posez toutes vos questions, comme ça on pourra y répondre en live. Je pense que ça peut Ouais, être en trop cool. commentaire, on va le faire et tout. Ouais, c'est donc trop voilà, faites des commentaires et puis voilà, on y répondra. Puis je pense que c'est tout. C'était un magnifique épisode. Merci encore beaucoup, Aurélie. hein. Merci C'est trop beaucoup, merci à vous Ouais. pour cette invitation. C'est Je me trop, suis trop régalée bien. avec vous sur le podcast et puis bravo pour le travail que vous faites. Ah bah, Bah, merci. merci. Effectivement, C'est très ça, gentil. ça contribue à donner énormément d'informations. Vous faites du super boulot. Bah, merci beaucoup, ça c'est fait plaisir. plaisir. Et puis à la semaine À prochaine. la semaine prochaine.